Alors, aujourd'hui, on va parler de Paranormal Activity 3. Alors, je commence par le 3, parce que le 3, j'aime beaucoup le 3, en fait. Alors, le 3, chronologiquement, se situe entre le premier et le 2, dans l'ordre des événements. Donc, ils ont sorti le 1, le 2, puis le 3, mais le 3 va se situer entre les événements du 1 et les événements du 2. Donc, de toute façon, même eux ne respectent pas la chronologie, donc on peut un peu se faire plaisir. Donc, je commence par le 3, qui, je trouve, est un des concentrés des effets de Paranormal Activity au mieux de leur effet, en fait. Bon, c'est un peu redondant ce que je viens de dire là. Mais je veux dire que là, j'ai l'impression qu'ils ont atteint un sommet avec le 3. Après cela, ils ne pouvaient que redescendre, en recyclant des idées, en recyclant des effets. Ils ont fait le top. Ils ont fait le top de ce qu'on peut faire avec un scénario si simple, avec une intention si simple aussi, c'est-à-dire avec très peu d'effets et juste avec des mouvements, des insinuations, des sortes de micro-événements, en micro-événements qui déclenchent des macro-événements, et même le macro est finalement le micro des films d'horreur qu'on peut avoir en ce moment. C'est-à-dire que ce qu'on va considérer comme étant le summum, le climax du film, ce qui s'y passe des fois, c'est la scène d'ouverture de la plupart des films d'horreur qu'on a en ce moment au cinéma. Donc, c'est vraiment une formule qui n'est pas pour tout le monde, en fait, Paranormal Activity. Surtout en ce moment, dans une époque de grands spectacles, de grands shows avec des effets spéciaux où on va mettre la dose. Quand un film arrive et dit que la majorité du film va se passer dans le même espace, en huis clos, avec que des caméras statiques qui, des fois, la plupart du temps, filment rien du tout. C'est un peu dur. C'est pas facile pour tout le monde. Il faut être dans ce délire-là où on peut apprécier les frissons qui viennent de l'inexplicable, mais l'inexplicable à peine là, en fait. Vraiment. Les bruits qu'on va entendre le soir, les grincements dans les maisons abandonnées, enfin le bois dans les maisons, tout seul dans le soir, puis le vent qui bouge des choses, puis on se dit tiens, il y a un truc là à côté. Voilà, c'est ce genre de choses là, c'est ce genre de frissons là, ce genre d'histoire, la bizarrerie qui ne montre rien en fait, mais juste il y a un truc qui ne devrait pas être là dans le décor, quoi. Il y a quelque chose de curieux, quelque chose de bizarre. C'est ça l'effet de Paranormal Activity. Petit à petit, bien sûr, ils vont justifier tout cela avec des histoires de démons, de sorcières, de tout ce qu'on veut, mais on voit pas ça. C'est raconté. Donc en fait, littéralement, ce film s'adresse à ceux qui aiment bien qu'on raconte aussi des choses un peu. Ce film ne montre pas grand-chose, mais voilà, ça existe, des passionnés qui aiment bien que dans un film on dise mais tu sais, la légende voudrait que, et les gens sont là, bon, que veut la légende? Voilà, c'est pour ces gens-là. Mais d'autres diraient que mais oui, mais attends, ça nous parle de démons, ça nous parle de sorcières, de machin. On aimerait bien les voir, quoi. On aimerait bien voir l'action, non, il y en a pas. Ils vont vers la fin, vers le 4, ils vont commencer un peu à miser là-dessus. Il y aura un peu plus d'action, il y a même une phase shotgun et tout, mais si on a l'occasion on en reparlera, mais bof, ça n'apporte vraiment rien à la série. Dans le 4, justement, on commence à avoir des effets avec des gens possédés qui ont des super pouvoirs, mais je veux dire, cette formule existait déjà, et d'autres l'ont fait beaucoup mieux. Ce n'est pas la formule de Paranormal Activity, donc du coup, quand on essaie de mixer les deux, ça ne marchait pas très bien. Dans le 3, ils ont atteint, on va dire, un sommet. Ils ont atteint, on va dire, l'apogée des effets qu'on peut avoir dans ce genre de film-là, je trouve. À ce jour, des propositions comme Paranormal Activity, il y en a pas beaucoup, de tous les films que j'ai pu voir, en tout cas, et je trouve que c'est celui-ci qui les réussit le mieux, qui arrive à se retenir sans plonger trop rapidement, en fait, dans la surenchère d'effets. Même s'il y a des effets un peu forcés. C'est vrai. Il y a des effets un peu forcés. Mais je le préfère largement au 1, qui pour le coup était trop ténu, vraiment trop ténu. Il y avait très peu de choses à se mettre sous la dent, mais c'était quand même, ça tenait quand même. C'était le début, premier opus, donc déjà les premières propositions. Donc c'était quand même intéressant, je ne dis pas le contraire, mais littéralement, il n'y avait pas cette dimension de quelque chose qui les dépasse, qui est ailleurs, qui intègre d'autres gens en fait. On était vraiment qu'avec le couple. Or, le couple, à un moment, était un peu fatigant et c'était difficile de continuer à suivre, je sais plus comment il s'appelait, Sacha, ou je sais plus. C'était difficile de s'attacher à eux, surtout vu le lot de conneries, en fait, que faisait le mec, justement, dans le 1. Il faisait tout ce qu'on lui disait de ne pas faire. Même si son personnage est cohérent dans cette façon de se comporter. Mais c'est un putain d'enculé, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, clairement, il comprend qu'il met en danger la vie de sa copine, que l'attention qu'il mène à ce démon, etc., lui donne de plus en plus de force. Enfin, on le prévient, en fait. Il est prévenu, il continue, et à la fin, il veut se battre avec un démon, il gueule. Enfin, c'est absolument ridicule. C'est absolument ridicule. Du coup, le personnage, très rapidement, est très agaçant. Donc, tenir tout le film avec que ces deux personnages principaux, il y a une amie qui apparaît par moment, mais elle ne sert à rien. C'est difficile. Là, on a une famille. C'est tout de suite plus intéressant. On a des amis qui sont là au début, qui interviennent, puis à un moment donné qui se barrent. C'est plus intéressant aussi. Chacun réagit différemment à cela, à l'inexplicable,
à l'incompréhensible, en fait. Certains vont l'ignorer, d'autres vont le fuir, d'autres vont insister pour creuser. Donc on a beaucoup plus de couleurs, en fait, dans les réactions qu'on peut avoir face à ce genre d'événement. Et c'est pour ça que le 3 est mon préféré. Le 2 est sympa, mais dans le 2, la famille est... Le 2 est moins sympa. Les réactions de la famille aux événements sont moins riches, je trouve. Sont moins riches. C'est plutôt uniformément, en fait, le déni d'un côté et l'investigation de l'autre, quoi. C'est plutôt ça. Il n'y a pas tellement de couleurs, j'ai trouvé, aux réactions des familles, quoi, aux réactions générales. Et il n'y avait pas une grosse palette de réactions, quoi. Il y avait les parents d'un côté qui étaient dans le déni absolu pendant quasiment tout le film, ce qui est mais incompréhensible, quoi. Il se passait quand même des choses extraordinaires, quoi. Donc à un moment donné, tu te dis, mais tu vas réagir, mais bon. On verra si on parle du 2 un jour, mais donc voilà, ils étaient dans le déni, mais le déni, là, à un moment donné, c'est plus du déni, quoi. Ils se sont crevés les yeux, c'est pas possible. Et pareil, la justification de l'usage même des caméras, parce que ça aussi, c'est un gros piège, c'est une grosse difficulté dans Paranormal Activity. C'est pourquoi on filme, en fait. Dans le premier, c'est par curiosité, parce que petit à petit, quand même, c'est bizarre, ces trucs qui se répètent, l'eau qui coule toute seule, les portes qui se ferment ou s'ouvrent toutes seules dans la nuit. Je vais prendre une caméra, on va essayer de filmer, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ouais, curiosité, pourquoi pas. Dans le 3, dont on va parler aujourd'hui, c'est le boulot du mec, en fait, et pareil, c'est de la curiosité aussi. C'est petit à petit, il sait qu'il se passe des événements un peu bizarres dans la maison, et au fur et à mesure, il veut filmer, et en plus, c'est son travail, il est caméraman, donc c'est cohérent. Dans le 2, il y a effectivement un truc qui marche, ils se sont fait cambrioler, donc ils installent des caméras de surveillance. Mais d'une part, ils ne les consultent pas souvent, parce que du coup, il n'y a pas besoin, personne ne regarde tout le temps ces caméras de surveillance, sauf quand, justement, il se passe quelque chose. Et là, on consulte pour voir ce qui s'est passé. Ah, il y a eu quelqu'un a essayé de pénétrer dans la maison, donc on va regarder les images pour voir si, voilà. Ce qui fait que, les images qui étaient enregistrées, donc nous, on voit qu'il se passe des choses bizarres la nuit, mais eux ne le voient pas. Ils ne réagissent pas à ça, c'est qu'à la fin qu'ils vont commencer à regarder les images, parce que là, putain, les choses partent en cacahuète. Et donc, ce qui fait que les images n'interviennent à aucun moment dans toute l'histoire, et n'interviennent qu'à la fin. Au moment où, en fait, il y a une possession, tout ça, et le mari se dit, mais what the fuck, et il commence à regarder les images, en fait. Mais pendant tout le film, les images sont pour nous. Et ça, c'est dommage, en fait, parce que dans le 3 et dans le 1, il se passe des choses la nuit. Donc déjà, des fois, les choses en soi les réveillent la nuit. Le lendemain, ils regardent les images, et ils réagissent aux images, et nous aussi, on réagit aux images. Ils font, mais mais c'est quoi ce bordel? Et nous aussi, on fait, mais c'est quoi ce bordel, tu vois? Donc on se sent un peu dans la peau de ces personnages-là. Et même quand l'événement de la nuit n'a pas eu d'effet sur eux, c'est-à-dire il s'est passé un truc dans le salon, mais personne n'est dans le salon, et nous on est là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eux, le matin, ils vont se réveiller, ils vont regarder les images, ils vont faire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On fait, ouais, c'est ça, qu'est-ce que c'est que ce bordel, mec? Voilà. Donc il y a une affinité, quoi, il y a une affinité qui se crée comme ça, quand on est au courant des mêmes choses en même temps. Alors que dans le 2, ils sont absolument obnubilés par tout ce qui se passe. Tout le film se passe d'une traite. Avant, donc ils installent les caméras parce qu'ils ont eu un cambriolage, et à la fin seulement ils commencent à consulter, blabla, bon bref. Ça marche pas. Après, il y a d'autres images quand même qui sont consultées un peu plus souvent, c'est celle de la fille, je crois, qui filme avec son laptop, ou je sais plus, son ordi, et ouais, mais c'est pareil, c'est pas très convaincant, mais on fera peut-être une parenthèse un jour là-dessus. Donc voilà, toutes ces raisons font que le 3 reste mon opus préféré de cette saga, dans ces effets-là, dans l'usage de la caméra, dans la justification de la caméra, même s'il y a bien sûr des faiblesses, on va en parler, il y a des moments quand même, effectivement, cette caméra n'est pas si justifiée que ça va arriver, c'est normal, mais c'est le moins pire, on va dire. C'est difficile de faire un film qui se tienne de tout en tout, avec ce pitch-là, sans que ça devienne limite expérimental, quoi. Donc, à un moment donné, vu qu'il faut qu'on ait des images, faut qu'on voit quelque chose, ils vont un peu forcer la main un peu au scénario, et voilà. Il y a des moments où le personnage va prendre une caméra et filmer, alors que personne dans une situation pareille ne filmerait, tout simplement. Ah non. S'il se passe un truc là, oui, effectivement, aujourd'hui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, on va avoir beaucoup plus ces réactions-là à tout de suite filmer ce qui se passe dehors. On sort notre caméra, il nous arrive un truc, on se fait arrêter par la police injustement, machin, ou je sais pas, on voit un accident assez drôle dehors, on sort notre portable, on commence à filmer. Donc ça paraît cohérent. Mais si vous êtes seul chez vous et que vous entendez du bruit dans le couloir, vous êtes censé être seul chez vous, et que clairement c'est le bruit de quelqu'un qui marche, par exemple, je penserais pas à prendre une caméra tout de suite, en fait. Je penserais d'abord à prendre une arme, peut-être. Et c'est là que ça devient un peu bizarre, tout d'un coup. Donc voilà, c'est les moments de faiblesse un peu de l'histoire. Mais dans l'ensemble, l'usage, la mise en place des éléments de capture d'image marche assez bien. Les délires du found footage, on va créer une situation dans laquelle, justement, l'image, les gens vont se mettre à filmer, à capturer de l'image, qui pourra servir ensuite au film, sous prétexte qu'on a récupéré ces images, on les a retrouvées, mais ces gens qui les ont filmées au départ ne sont plus là,
Et ils ont dû les filmer parce que, bah voilà, ils étaient dans une situation qui fait que, c'est souvent ça le found footage, justement, c'est que les principales victimes vont peut-être pas être là, en fait, pour leur raconter. Donc on retrouve ces images-là, malgré elles, quelques temps plus tard. On regarde et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Et on n'arrive pas à élucider. Et donc ça, c'est vraiment la ligne directrice des paranormal activity aussi. C'est-à-dire que, on retrouve les images et le film se présente comme une sorte pas de documentaire, mais du coup comme une enquête. Donc voilà, écoutez, on a trouvé ces images-là. Ces gens qui sont sur les images, ces gens à qui appartenaient ces cassettes, ne sont plus les nôtres. On ne comprend pas ce qui a pu leur arriver. Quand on regarde les images, quand on regarde les films, en fait, le mystère est encore plus dense parce que ce qui se passe là-dedans, c'est pas normal, en fait. Donc, on vous le montre à vous, spectateurs, pour peut-être avoir des pistes. Si vous avez des idées, comment vous l'expliquez, quoi. Parce que nous, on n'arrive pas à trouver, on n'arrive pas à se l'expliquer, tout simplement. Donc cette présentation marche très bien aussi, hein. C'est assez malin. Donc ça met un peu les publics, les spectateurs, enfin nous quoi, ça nous met un peu dans la connivence un peu. On est là, ok, qu'est-ce qui se passe, et en fait c'est un peu plus facile du coup d'accepter de se lancer dans cette histoire, en fait, de dire ok d'accord, on est dans un monde où ce genre de choses peuvent arriver. Et déjà, on est dans un monde d'ailleurs où il y a ce genre d'images, en fait. Sur YouTube, il y en a plein, des gens qui disent attention, phénomène paranormal, regardez comment vous expliquer. Et on regarde, on se dit c'est bizarre quand même, c'est vrai que c'est bizarre. Bah là, c'est la même chose, c'est le même pitch, je trouve, c'est vraiment pas mal. Sauf que les gens qui sont dans la cassette, bah là, sont portés disparus, quoi. On ne sait plus où, enfin, voilà. Il a arrivé quelque chose, ils ont disparu, donc nous on récupère les cassettes, donc ce qui va donner encore un argument d'autorité de plus, en fait, à ces cassettes-là. Donc la mise en place, au final, me plaît beaucoup. Pour un film d'horreur où j'arrive et on sait très bien ce qui va se passer. En fait, quand on a vu un Paranormal Activity, on les a tous vus, en vrai. Donc quand on sait très bien ce qui va se passer, malgré cela, le fait de savoir qu'il va y avoir des petits moments bizarres, des petites bizarreries qui vont être différentes un peu, bah c'est plaisant. Voilà, j'aime bien les voir venir au fur et à mesure. Me dire bah ça je m'y attendais pas. Ça c'est pas mal. Oh ça c'est un peu plus con. Ok. Donc voilà, c'est au fur et à mesure comme ça. Donc d'où finalement donc le choix du numéro 3 pour commencer. Pour moi, celui qui résume le mieux l'effet Paranormal Activity. Dans la même gaine, on aurait pu parler peut-être du Blair Witch Project un jour, si on a le temps, mais on est un peu dans ce même esprit. On retrouve des images, mais c'est encore mieux joué dans Blair Witch Project, curieusement. Alors que c'était le premier de son genre, mais la mise en place, la mise en situation marche très très bien, mais on en parlera. Parce que c'est quasiment, on sort presque du jeu d'acteur, en fait, dans Blair Witch Project. On est presque dans l'expérimental. Parce que les comédiens là sont plongés dans une forêt, ils sont censés traîner un peu, se perdre dedans, mais c'est presque voulu, en fait. C'est les réalisateurs du film les ont carrément mis dans une situation un peu stressante, un peu dangereuse, en fait. Ce serait difficile de remettre ces conditions-là aujourd'hui. En fait, je pense que ça passerait pas. Ils avaient même embauché, il me semble, des gens pour leur faire peur, casser du bois dans les bois la nuit pendant qu'ils essaient de dormir. Et donc, eux ont dû improviser là-dessus, je pense. Et du coup, ça donne ce côté, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça fait ce côté un peu moins joué. Ça donne cet aspect un peu moins joué à la chose, en fait. Jeu qu'on va forcément un peu sentir dans le Paranormal Activity 3. Déjà qu'il y a des enfants. Et quand les enfants jouent, c'est pas toujours parfait, ça se voit qu'ils jouent, ça se voit qu'on leur a donné quelques consignes, ils font bien, mais après ils sont jeunes, donc on peut pas trop leur en vouloir. Mais ça c'est les limites du coup, automatiquement. Mais ils ont pas trop le choix, hein. On peut pas non plus mettre un enfant dans une situation stressante. On peut pas balancer un enfant dans la forêt, faire du bruit la nuit et le laisser perdu là, et le filmer pour avoir un rendu réaliste, quoi, on ne peut pas. Donc du coup, ça reste un film, donc voilà. Donc au final, ça reste un bon film qui mérite d'être analysé aujourd'hui. Donc on va en parler aujourd'hui. Donc voilà, on va commencer par le 3 et éventuellement je parlerai du 1 qui est en termes de classement mon deuxième préféré, on va dire. Ensuite peut-être du 3 et on verra pourquoi la série s'est dégradée avec le temps, en fait. Donc voilà. Alors c'est difficile de comprendre le 3 sans au moins avoir un petit pitch sur le 1. Il faut savoir que les personnages du 3 sont en fait les personnages enfants. On a affaire à l'enfance, en fait, de la fille du 1, tout simplement, celle sur qui le démon s'acharne, et sa sœur. Elles doivent avoir, je sais pas, moi, je dirais 6 ans et 12, 14 ans, peut-être, dans ce film-là. Donc, on les voit petites, en fait. On voit l'enfance qu'elles ont eue. Et dans le 1, en fait, les deux filles s'appellent Christy et Katie. Et dans le 1, dans le Paranormal Activity 1, c'est Katie, en fait, qui est la fille, qui est la femme, enfin, c'est une femme, du coup. C'est elle qui subit un peu le trollage du démon. Enfin, le démon l'a fait chier, quoi. Il l'a fait chier, il la suit, hein. Il la stalk un peu. Donc, elle raconte, à un moment dans le film, dans le 1, elle raconte même, en fait, qu'elle subit ça depuis qu'elle est petite, qu'elle a toujours senti une présence au pied de son lit, et qu'il y avait sa sœur à côté, mais que sa sœur ne sentait rien, ou je sais plus quoi, etc. Bref, qu'il y avait toujours cette présence qu'elle a suivie partout.
Alors ça colle pas très bien avec l'histoire du 3, comme on va la voir aujourd'hui. Mais je pense qu'ils avaient pas prévu le 3. Le 1 je pense pas qu'ils avaient prévu une saga avec ça. Ils avaient prévu le 1, ça a tellement bien marché qu'ils se sont dit, ok, on continue. Mais voilà, il y a des éléments qui vont pas très bien coller, notamment là, que le démon la suive elle, alors que le démon, en fait, si on regarde bien l'histoire, grâce au 3, on va savoir que c'était avant tout, il s'intéressait surtout à Christy, qui est la plus jeune. Donc sa petite sœur, en fait. Donc il s'intéressait surtout à Christy. Et c'est un peu tordu. Alors, il faut s'accrocher. Donc on a Katie et Christy, parce qu'ils sont deux sœurs. Katie, c'est l'aînée. Christy, la petite sœur. Katie, c'est la femme dans le Paranormal Activity 1. C'est celle qui dit qu'elle a une présence comme ça qui la suit, mais ça l'a fait un peu peur, mais ça l'a jamais... Ça va, elle peut vivre avec, tu vois. Et son mec, un jour, qui fait le con, qui fait, écoute, ce truc n'arrête pas de faire des petits trucs bizarres dans la maison, et toi tu me dis que c'est un truc que tu sens depuis que t'es petite, on va voir si on peut pas filmer, avoir le capturer sur l'image. Donc il va prendre une caméra, tout ça, il va suivre, etc., machin, et ça va mener à ce que ça va mener. Donc là, dans le 3, on va avoir leur enfance pour essayer de comprendre d'où tout cela vient. Or, dans le 2, on apprend que le démon qui a harcelé, du coup, Katie dans le 1, au départ, harcelé Christy dans le 2. Donc, il s'est d'abord intéressé à Christy, mais Christy, la famille de Christy a réussi à faire, en faisant un exorcisme pour tout péter, là, ils ont réussi à l'éjecter, et c'est là qu'il est allé s'attaquer à Katie dans le 1. Parce qu'il avait plus le choix, du coup. Ouais, il est comme ça, le démon. Du coup, il passe à une sœur, à une autre, comme ça. Hein? Donc, et c'est pour ça qu'il est allé par défaut ça rabattre sur Katie. Sauf que Katie dit que toute petite déjà, elle subissait ses avances, en fait. Enfin, ses avances. C'est très mal dit. Sauf que toute petite, elle subissait déjà sa présence, on va dire. Sauf qu'il n'y a pas de raison. Katie n'a jamais rien eu à faire, en fait, avec ce démon. On le saura, du coup, quand elle était petite, c'est plutôt Christy. Il n'a parlé qu'à Christy. Et Katie niait d'ailleurs son existence. Donc, ouais, mais t'es qu'une gamine, t'as un ami imaginaire, il y a que les gamins qui ont des amis imaginaires. Donc Katie l'ignorait, ça, en réalité. Ignorait la réalité de ce démon-là. Après, la fin du 3 peut peut-être justifier le pourquoi quand même Katie a eu cette présence dans sa vie, mais ce n'est pas très cohérent. On va parler de l'histoire du 3, mais il serait plus logique. Enfin, la logique voudrait en fait que le démon soit avant tout attaché à Christy. Et c'est assez glauque. Hein. Enfin, dans l'histoire, ça le devient assez glauque d'ailleurs, à un moment. Donc voilà. Donc bref. Donc ça, c'est un petit à-coup dans l'histoire, mais encore une fois, vu qu'ils n'avaient pas prévu de faire toute une saga, c'est normal qu'ils essayaient en fait de rattraper l'histoire, de faire une sorte de twist un peu. En gros, ils revoient le scénario pour essayer de justifier le fait qu'il puisse y avoir une suite en fait, parce que normalement il devrait pas y en avoir en fait. Le démon s'acharnait avant tout sur Katie. Katie, il a eu Katie, donc ça devrait s'arrêter là. Mais bon, ça continue parce qu'il faut bien que ça continue. Voilà. Et donc le film commence et on voit Katie et Christy adultes, d'accord. Faut essayer de suivre effectivement. C'est vrai qu'il y a toutes les temporalités possibles en plus, donc vraiment c'est génial. Donc le 3 commence, ouverture du 3, on a Katie et Christy adultes, c'est au moment où Christy est enceinte, et Katie, donc Christy la petite sœur, elle est enceinte, donc on doit être dans les années 2000 on va dire, elle est enceinte, Christy est venue la voir, visiter, machin, et là Christy dit, ça vous dérange pas que je dépose. Katie demande du coup à Christy et à son mec là, qui sont en train de repeindre la chambre une chambre en bleu là où ils vont, vu qu'ils vont avoir un petit, elle leur demande si ça ne les dérange pas qu'elle dépose des affaires chez eux parce qu'elle a des affaires chez elle qu'elle a récupérées dont elle ne sait quoi faire. Et on apprend très vite que ces affaires, il s'agit de cassettes VHS, en fait. Là, ça va être important. Donc, vu qu'on connaît la série, on sait très bien ce qu'il y a sur ces cassettes. Elle dépose ces cassettes-là chez eux, et c'est sur ces cassettes-là que sont enregistrés les événements du 3. Les événements qui sont passés pendant l'enfance de Katie et Christy. Événements qu'elles ont apparemment oubliés, en fait. C'est qui est un peu bizarre, donc ça veut dire que, déjà, comment ça se fait qu'elle ait les cassettes, Katie? Donc, Katie avait des cassettes de toute leur enfance, un peu, qui racontent toute leur vie quand ils étaient petites. Elle n'a jamais pensé à les regarder, à au moins en consulter une, quoi. Donc bon, elle ne l'a pas fait. Elle a préféré s'en débarrasser quand elle les a trouvées chez elle. Après la mort de la grand-mère, je crois qu'elle dit. Donc c'est peut-être la grand-mère qui les gardait, elle les a récupérées. Mais la grand-mère ne pensait pas vraiment, ou ne pensait pas forcément les lui léguer, tout simplement. Donc Katie, l'aînée, récupère les cassettes sur lesquelles étaient enregistrés les événements qu'elles ont vécus quand elles étaient toutes petites, notamment les événements les plus flippants, là. Elle les récupère après la mort de sa grand-mère, elle ne sait pas ce qu'il y a dessus, elle ne les consulte pas, elle vient les déposer chez sa sœur, Christy, qui est enceinte, et pareil, ce gamin va avoir toute une importance dans le 2, qui est enceinte, en lui disant, je sais pas ce qu'il y a dessus, bref, voilà, je te les dépose, VHS donc. Ils n'en font rien non plus, chez Christy, ils ne les regardent pas, ils ne les consultent pas. Juste par contre, là, ça fait un petit jump cut, ça part sur le 2, un petit événement du 2, et c'est vrai que le Paranormal Activity 2 commence par le cambriolage chez Christy, du coup. Le film commence comme ça. Il y a une sorte de cambriolage. C'est pas vraiment un cambriolage, en vrai. C'est plus le démon qui s'est déchaîné. Je sais pas ce qu'il foutait.
Et c'est là que les cassettes ont disparu. Donc les cassettes que Christy gardait ont disparu à ce moment-là. Les cassettes de Katie que Christy gardait ont disparu à ce moment-là. Voilà. En plus, il fallait qu'ils donnent les mêmes consonances aux deux noms des deux sœurs, en fait. Donc, Christy, Katie. C'est vraiment génial, quoi. Donc, pour s'embrouiller, il n'y a pas mieux. Donc, voilà comment. Donc, les cassettes ont disparu. Donc, nous, ensuite, commence vraiment le 3 avec on va consulter les cassettes, en fait. On va regarder la suite des événements. Voilà comment c'est construit. Donc, le 3, le contenu du 3, ce sont des cassettes enregistrées à l'époque où Christy et Katie étaient toutes petites sur des événements qui sont passés chez elles. Donc voilà, ça pour poser un peu la structure, le bloc sur lequel se construit le 3 en fait. Donc on comprend très rapidement quand le film commence qu'il va y avoir deux autres protagonistes. On va avoir Dennis en fait qui est le beau-père des deux petites. Donc de Christy et Katie toutes petites. Elles sont toutes petites, toutes mignonnes. Elles sont avec leur mère qui s'appelle Julie et celle-ci vit avec un mec là, un homme qui s'appelle Dennis, qui va être un très bon personnage d'ailleurs, je trouve, pour cette série, qui s'appelle Dennis, et c'est lui justement qui met en place tout ce système, tout cet apparat, c'est lui qui enregistre en fait. C'est lui qui va capturer tous les événements qui vont se dérouler. Et donc nous on commence donc la consultation dans l'ordre chronologique des événements. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance de Katie et Christy, comment tout ça a commencé. C'est ça que ça veut nous apprendre en fait, ça nous apprend un peu comment tout ça a commencé. Enfin, ça ne remonte pas non plus à très loin, parce que les événements en réalité, cette malédiction là du démon là qui les suit, remonte à bien avant leur enfance. Mais nous, en tout cas, avec la saga, on ne pourra remonter qu'à là. C'est le plus loin qu'on aura repris le cours des choses pour savoir ce qui a pu se passer dans leur enfance et comment ça a pu dégénérer pour donner ce que ça a donné dans le Paranormal Activity 1, 2, etc. Voilà. Donc voilà, ça c'est une longue introduction, mais voilà, il y a beaucoup de choses en fait. Il se passe beaucoup de choses en vrai dans cette série, dans cette saga. Je l'aime beaucoup vraiment, je la trouve très riche, avec des micro-événements, des vies de famille un peu déstabilisées, comme des familles normales en fait, mais juste chaque famille a un peu ses squelettes en fait, ses secrets, il se trouve que chez eux, c'est juste un peu plus sombre que la normale, c'est tout. Alors le film commence et très rapidement nous établit qu'il va y avoir des bizarreries. En fait, d'entrée de jeu, on sait que ça va être on sait qu'il y a déjà des choses un peu louches qui se passent. Donc le film ouvre donc sur l'anniversaire du coup de Katie, l'aînée, et donc sa mère Julie fait un gâteau, ramène le gâteau, et là le père filme. Donc les premières images qu'on récupère, c'est normal. Le père, déjà c'est un anniversaire, donc on filme un film tout simplement des films familiaux quoi, tout simplement. De souvenirs. Et aussi, le beau-père, donc Denis, c'est avant tout caméraman. Donc en fait, c'est très facile à justifier justement qu'il soit un peu comme ça, très au taquet, pour l'époque en tout cas, qu'il soit très au taquet comme ça sur sa caméra et qu'il soit tout le temps en train de capturer quelque chose. D'entrée de jeu, on a donc, au moment de souffler la bougie, donc on a Katie qui souffle sur sa bougie, et puis pendant qu'elle est en train de discuter avec des amis, etc., il y a Denis qui fait un petit zoom tranquille parce qu'il y a, bien sûr, Christy qui est déjà très bizarre pour son âge, je sais pas, je lui donnerais peut-être 6 ans, mais elle est déjà hyper louche. Elle s'est isolée de tout le monde, elle est tout au fond dans le coin, et elle est toute seule à parler toute seule, en fait. Et donc, bien sûr, je spoil, là, on sait très bien qu'elle parle à Toby, on sait qu'elle parle au démon, le fameux démon qui va venir leur casser les couilles dans le 1. On sait qu'il lui parle. D'ailleurs, c'est assez marrant, quand il fait le zoom, on voit quand même sur le côté Katie, dont c'est l'anniversaire, donc qui commence à manger son gâteau avec ses potes, on voit qu'elle tire des gueules parce que le gâteau a l'air dégueulasse en fait. Donc, bon, le pire c'est que ça n'a rien à voir avec l'histoire en fait, mais juste gratuitement comme ça ils nous font comprendre que le gâteau est dégueulasse en fait et que la mère ne sait pas cuisiner, enfin ne sait pas faire de gâteau en tout cas. Donc je trouvais ça assez drôle que ça n'a rien à faire là quoi. Donc le père zoom et on voit Christy qui parle avec donc son ami, son popote, son poteau Toby. Et on sait que c'est le démon en fait. Donc voilà, très rapidement le démon s'est déjà attaché. Donc quand le film commence, le démon est déjà attaché à Christy. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais d'ailleurs on ne saura jamais vraiment pourquoi d'ailleurs, pourquoi elle, pourquoi pas l'aîné, enfin on ne saura pas. Donc attaché à Christy qui lui parle. Donc ça veut dire qu'il entretient une discussion avec elle. Ça aussi ça me fait un peu rire parce que qu'il soit présent et qu'elle sente une présence, c'est une chose. Donc le démon soit présent, qui surveille sa proie parce qu'il attend quelque chose d'elle. Ça on sait que ça arrive en plus. Donc oui, je veux bien, mais qu'il lui parle, ça serait tellement drôle d'imaginer ce qu'ils ont à se dire en fait. Qu'est-ce qu'un démon a à dire à une gamine? Parce que il lui fait pas peur. Je pense qu'il essaie d'avoir une conversation tout ce qu'il y a de plus sympathique pour qu'elle le considère comme un ami. Donc déjà c'est hyper chiant de parler à des gamines parce que enfin elles ont rien à dire quoi. Donc être là, c'était comment à l'école aujourd'hui? J'imagine tellement le démon qui c'était comment à l'école aujourd'hui? Ouais, alors t'es content à l'anniversaire, hein? C'est bien, t'as aimé le gâteau ou pas? Non, il est dégueulasse, ouais, il est dégueulasse, hein. De quoi il parle en fait? C'est assez marrant d'imaginer cela. Donc parce que quand il possède des humains, enfin c'est tout bête, mais quand
Quand il approche, justement, quand il continue à poursuivre, donc dans le 1, quand il est avec Katie, justement, il a lâché Christy, on ne sait pas pourquoi, mais il est avec Katie, en tout cas. Et elle le décrit comme étant une présence qui a toujours été là dans sa vie. Je trouve ça beaucoup plus intéressant tout de suite. Il n'est pas là pour parler, il n'est pas là pour causer, en fait. Il t'observe, il stalk, il attend un moment. T'amadou pas, il attend un moment, quelque chose va arriver, il attend quelque chose voilà, ce qui est encore plus flippant. Et c'est absolument crédible, c'est largement suffisant. Une Christie qui se serait contentée juste de fixer, d'observer, ou en tout cas de faire sentir qu'il y a une présence à côté, mais qu'elle trouve ça tout à fait normal, mais c'est hyper bizarre, c'était déjà pas mal. Non, elle entretient des discussions avec lui. On dirait qu'elle lui parle, elle attend qu'il réponde, puis elle retorque, donc une véritable discussion. Et du coup, ça fait un démon un peu loufoque, quoi, je trouve, juste, mais bon. Mais bon, c'est pas très grave, je pense qu'ils ont un peu fait un petit crochet sur ce fameux cliché de l'enfant chelou qui parle toute seule. Voilà, c'est flippant, quoi. C'est flippant. On n'aime pas voir des enfants qui parlent toutes seules. Des petites gamines comme ça qui parlent toutes seules, isolées de tout le monde. Ça fait louche, ça fait un peu folle, ça fait petite folle. Et donc après ce petit moment de bizarrerie, du coup, d'ailleurs l'anniversaire a l'occasion d'introduire tous les personnages principaux du film. Parce que tout le monde veut laisser un message pour l'anniversaire, du coup, pour l'occasion, devant la caméra. Donc Denis y passe. La maman Julie y passe, la grand-mère y passe aussi. Donc voilà, les caractères principaux s'établissent rapidement. Et ensuite, bien sûr, vu qu'on a déjà montré un début de bizarrerie, on redescend un peu. On fait des allusions. Donc le film va redescendre, on va avoir des scènes de famille toutes banales en fait. L'idée étant, voilà, qu'on voit un peu une famille normale en fait, tout simplement. Avant que les choses anormales commencent. Donc on va les voir prendre un petit déjeuner ensemble, on va les voir s'amuser, on va les voir aller à l'école, je sais pas, chez le dentiste, machin. Christy perd une dent, enfin voilà, classique. C'est là aussi que le personnage de Randy est introduit. Randy est l'assistant de Denis, en fait, l'assistant caméraman, du coup. Donc, il aide à filmer ses mariages, tout cela, vu que c'est là, voilà, c'est son travail. Donc, il sera très important dans cette histoire. Ça sera un peu le comic relief. Puis, il est assez marrant, il est assez drôle. Mais très rapidement, quand les choses vont commencer à délirer, il dira assez rapidement aussi stop, quoi. Donc, voilà. Et arrive une autre des scènes, pendant que tout ça se met en place, arrive une des scènes les plus connues de ce film, justement, qui est la scène de la sextape, où Randy est dans la chambre avec sa copine, avec Julie, qui fume, donc il fume un petit pet. Et du coup, ça donne envie à Denis, en fait, de filmer une sextape, en fait. Donc, là, Julie, il joue un peu, il flirte un peu, puis après, ça se met en place tranquillement, donc ils disposent la caméra, ils commencent un peu à jouer, mais ils entendent des bruits. Donc à chaque fois ils sont interrompus un peu, ils ont un doute, c'est quoi ce bruit, c'est quoi machin. Nous on n'entend pas grand chose, juste un petit, ça vibre un peu. Et puis effectivement à un moment donné c'est un tremblement de terre en fait qui se déclenche. Donc ils paniquent, ils sortent de la chambre pour aller chercher les gamines. Donc voilà, il y a un tremblement de terre, donc tout se met à bouger, des tableaux tombent, enfin des photos tombent du mur, et on a un peu de poussière aussi, tout cela. Et c'est là qu'on remarque du coup à la caméra, qui est tombé au sol mais qui continue à filmer, c'est là qu'on voit en fait que de la poussière qui est tombée, un peu de poussière se dépose sur une silhouette en fait, un peu musculaire, un peu, enfin un corps, on se dit que c'est un corps, qui est juste à côté du lit. Et donc on se dit que c'est Toby en fait. C'est sa première véritable présentation dans l'histoire, dès le départ, dans une sextape, la sextape de Toby. Du coup on se dit, le premier truc que je me suis dit, moi perso, c'est effectivement c'est flippant en fait, mais c'est surtout, qu'est-ce qu'il fait là en fait? Toby, pour le moment, ce qu'on l'a vu faire, c'est discuter avec une gamine, lui parler de on ne sait pas quoi, et puis le soir, quand il se fait chier, il va aller mater les parents qui font l'amour, quoi. Donc je l'ai imaginé là, en fait, il était en train de se branler, ça se trouve sur le côté, et là, du coup, tout d'un coup, le truc, ça, il y a le tremblement de terre, les parents s'arrêtent, se barrent, il est resté là avec sa main sur la bite, comme ça. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'on n'a jamais essayé, on n'a pas essayé de tracer un peu le profil de Toby, qu'est-ce qu'il peut être, en fait, comme type de démon. On sait que c'est un colérique, ça on va le savoir très rapidement dans ce film. C'est un colérique, mais tous ces petits éléments, en fait, si on regroupe tout ça, je sais pas quel portrait pourrait s'en dégager. Le fait qu'il soit là à mater les parents en train de faire de l'amour, le fait qu'il passe ensuite son temps, il peut parler pendant très longtemps avec une gamine, de quoi on ne sait pas. C'est assez difficile de préciser le profil en fait de ce personnage, du coup. Et c'est pour ça que je pense qu'on aurait été mieux s'il ne parlait pas. Mais après, c'est peut-être pas plus mal non plus, de lui donner peut-être un côté un peu, de l'humaniser un peu et de nous donner à voir en fait un peu quelques aspects de sa personnalité. Donc à travers la colère, à travers la luxure peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un petit pervers aussi, faut le savoir. Donc ce qui peut aller pour un démon, c'est pas plus mal. Un démon voyeur. Donc voilà ce qu'il est, un démon voyeur. Voilà ce qu'on sait de lui pour le moment, et avec aussi avec quelques qualités avec une aisance avec les enfants. Il sait s'en faire des amis. Voilà ce qu'on sait pour le moment du démon. Bon. Donc voilà. Donc là, c'est la première introduction de Toby. Donc avec cette poussière qui se dépose sur son corps.
Et tout de suite, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, en fait? Et effectivement, ce qui va être sympa, c'est qu'on va pas passer à autre chose. Comme ça a pu l'être, justement, dans le 2. On ne va pas passer à autre chose, le film qui continue, mais le lendemain, on va prendre le petit-déj, etc. Parce que nous, on est encore en train de se dire, mais c'était quoi ce bordel, en fait? Bon, en même temps, on connaît la série maintenant, c'est vrai, donc on est un peu moins choqué, mais à l'époque, en tout cas, en tombant sur le 2, sur le 3, même en connaissant l'existence de Toby et tout ça, là, c'est la première fois qu'on voit une silhouette, en fait, qu'on voit un premier effet, et qu'il est surtout introduit si tôt dans l'histoire. Dans les autres films, il a pris son temps. On l'a pas vu si vite. Et ça aussi, c'est un autre mystère sur le pouvoir de Toby, sur ses forces, en tout cas, sur sa présence. Parce que dans le 1, il est présenté comme gagnant de la force par l'attention, en fait. Plus les personnages, du coup, du Paranormal Activity 1, c'est-à-dire le couple, là, plus, en fait, le couple, donc dans le Paranormal Activity 1, c'est Micah et Katie. C'était ça, c'est Micah. Donc, plus Micah va lui donner de l'attention, plus ils vont lui donner de l'attention, regarder les images, commencer à avoir peur de lui, plus il se nourrit de cette peur et devient prégnant dans l'histoire, du coup. Et à la fin, il devient carrément, tout simplement, mais ça devient dément, quoi. Ça part en cacahuète. Donc, dans le 1, c'est la peur qui le nourrit. La peur, l'attention, la peur qui en est, du coup, c'est ça qui le nourrit, c'est ça qui va lui donner cette présence, cette prégnance dans l'histoire. Au début, c'est juste des murmures, des suggestions, de l'eau qui coule. À la fin, ça devient un monstre, quoi. Enfin, on ne le voit toujours pas, mais ça, il est capable de physiquement faire du mal, de tirer des gens, de foutre des baffes. C'est comme ça qu'on comprend son pouvoir, en tout cas. Et ce qui est un classique, effectivement, c'est que c'est l'attention, la peur qui nourrit les démons, etc. Donc voilà, même la métaphore marche bien. Dans le 2, c'est un peu pareil, il me semble. Dans mon souvenir, c'est pas très clair dans mon souvenir, mais il me semble, effectivement, que, alors, ce n'est pas l'attention forcément. Dans le 2, on sait pas. Dans le 2, je crois que c'est pas très clair. Il devient de plus en plus fort, c'est tout, il possède de plus en plus des gens. Mais dès le début, il est déjà très présent dans l'histoire enfin, très présent. Ses suggestions sont là, tout cela. Là, il se fait cramer rapidement. Il y a une Mexicaine qui travaille pour la famille, qui très vite sent qu'il y a quelque chose de louche là qui se passe dans cette maison. Enfin, mais après, on comprend pas vraiment pourquoi il devient de plus en plus puissant. Parce que il finit par posséder Christy. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qui lui permet cela, en fait. D'où il tire sa force. On a du mal à le savoir dans le 2. Juste à un moment, il enferme Christy, il reste très longtemps dans la cave avec elle, et quand elle sort, elle est possédée. Bon, ok, super. Ça nous apprend pas grand chose, en fait. Et ça, c'est un peu dommage. On ne sait pas, du coup, on ne sait pas comment on en est arrivé là. Dans le 3, il est déjà fort, en fait. Enfin, dans le 3, il nous est présenté comme étant déjà un peu puissant. C'est-à-dire qu'il peut avoir des effets. Il a des actions très possibles. Il joue un long moment avec Christy pendant ce film. Il fait des petites blagues, il troll un peu à droite à gauche, mais il fait rien de vraiment méchant. Il fait peur quand même, mais il ne fait rien de méchant. Il y a de l'attention qui lui est portée, mais le film ne souligne pas cette attention comme étant la source possible de sa force. Ce n'est pas présenté comme ça. Il n'y a pas il n'y a pas un démonologue, je crois que c'est le nom, un démonologue, qui s'introduit, qui se présente dans le film comme dans le 1, pour dire attention, c'est cette attention que vous lui portez qui vous sera fatale. Ce n'est pas présenté comme ça. Et dès le début, il a carrément une entité, il a une présence physique, il a déjà un corps qui est là présent, qui peut soutenir de la poussière, donc il est déjà là. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il attend, en fait? Qu'est-ce qu'il veut? Donc, il passe une bonne partie du film, effectivement, à jouer avec Christy et à faire des blagues un peu aux autres. Et petit à petit, en fait, il va vouloir des choses, il va réclamer, notamment, des choses de Christy qu'elle ne voudra pas faire. Et là, il commence vraiment à se fâcher, à foutre des choses en l'air, etc., machin. Mais il apparaît déjà très fort, très puissant, plutôt. Il apparaît déjà très puissant dès le début. Et donc, c'est un peu une faiblesse dans cette histoire-là, car il n'y a aucune évolution, en fait, de sa présence, sa force. En tout cas, rien ne le justifie. Rien ne justifie qu'il prenne comme ça son temps, en fait. Ça pourrait être dès le départ, il arrive sur place et bam, il veut, voilà, il pose ses trucs sur la table, voilà ce qu'il veut. Et il le demande et il insiste et il fout la merde pour cela. C'est pas ce qu'il fait, il prend son temps, il est dans la cour à parler avec une gamine, il est dans la chambre à coucher à mater un couple qui fait l'amour. On sait pas. On sait pas ce qu'il veut. On sait pas ce que veut Toby, en fait, dans cette histoire. Pour le moment. Pour le début. Pendant les 2 tiers du film, en fait. Jusqu'au moment où il commence à réclamer des choses. Mais jusqu'à là, pendant tout le film, il les troll, en fait, littéralement. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Ils auraient pu faire exactement comme dans le premier et justifier que sa force vient, par exemple, de l'attention, tout simplement, vu que ça a toujours marché. Que Toby, c'est toujours la même formule. Il arrive, et en faisant des petites choses, finit par faire peur, et cette peur monte. Et à la fin, les gens sont terrorisés, et plus les gens sont terrorisés, plus il se nourrit de cette peur et plus justement il gagne en puissance sur ces gens-là. C'est pas ce qu'il fait ici. Il leur fait peur par moment, mais ce n'est pas une peur progressive. Ils ont des peurs ponctuelles, puis après ils oublient, quoi. Ils s'en foutent, ils passent à autre chose. Du coup, ça ne justifie pas. Et on sait justement que sa présence et sa force dans cette maison tient d'un sigle démoniaque qui va être découvert par Randy,
non par Denise, pardon, par le beau-père, par Denis, qui va découvrir ce signe dans la chambre des gamines, dans un petit placard, dans la chambre des gamines, et voilà, il y a un signe démoniaque comme ça qui est tracé à la main. On comprend à la fin de l'histoire qui a pu tracer ce signe là-dedans en fait, et c'est ce signe-là qui a lié le démon à la maison. Et ça aussi c'est une évolution intéressante du coup du personnage de Toby, parce que après avoir été dans le 1, on comprend qu'il n'est pas lié à une maison ou à un lieu, il est lié à une personne, il est lié à Christy, il hante une personne. Il n'hante pas un lieu. Enfin, il hante. C'est pas tellement hanté, c'est pas un fantôme non plus, mais il est accroché, il s'est rattaché. Sa cible, sa proie, c'est elle. Donc c'est cet élément, il continuera tout le temps à revenir à cet élément-là. Donc à Christy. Dans le 1, on dirait que ce pacte n'a pas encore été fait. Dans le 3, pardon, celui qu'on est en train de voir, on dirait que ce pacte n'a pas encore été fait. Et donc pour le moment, il est lié à la maison. Il est lié à un lieu en fait. Et donc, là, je suis obligé de balancer un peu la fin. C'est quand on apprend, en fait, que c'est la grand-mère qui est à l'origine de tout cela. Ce qui veut dire que c'est la grand-mère qui l'a attaché là. Donc, qui est venue un jour, qui a marqué son sigle là dans la penderie, là, pour l'attacher à la maison, pour qu'il puisse faire le travail qui était à faire pour les conséquences que nous verrons à la fin. Et du coup, pourquoi elle n'a pas pu l'attacher? Peut-être qu'il avait, peut-être que c'est peut-être après, qu'on arrivera à la fin, justement, et que, justement, que Toby aura ce qu'il aura voulu, que c'est peut-être qu'à ce moment-là que la grand-mère pourra du coup faire un autre rituel pour maintenant l'attacher à un être humain. Et c'est à partir de là peut-être qu'il est maintenant attaché à la personne et non plus attaché à un lieu. Donc en fait, là au moins sur cet aspect-là, son pouvoir évolue. C'est-à-dire que si c'était barré juste de la maison, ils auraient pu le fuir en fait, ils n'auraient pas pu les rattraper. Ça c'était déjà pas mal. Malheureusement, ils n'ont pas fui pour la bonne destination. Ça, c'est à la fin du film. Ils n'ont pas fui pour la bonne destination du tout, quoi. Donc voilà. Donc, j'aime bien cette façon de donner des indices sur son caractère. Parce que pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est qu'il veut. Dans le 1, on savait juste qu'il voulait quelque chose. Il était là, il le prenait. Voilà. Il se servait, quoi. Il y avait ce côté où, après aussi, violent, possessif aussi. On se rappelle qu'il avait défiguré le visage de Mika sur une des photos. Donc non, c'est comme s'il disait, ça, elle est à moi, en fait. Elle est à moi, donc tu n'y touches pas. Donc toi, tu dégages. Et, donc possessif, ça on le savait. Là on le découvre un peu sadique, je dirais même, hein. Sadique, hein. On verra à un moment aussi son rapport avec Randy, ce qu'il aura. Donc il y a ce côté un peu sadique aussi, et colérique, possessif, et quand même un bon ami pour les enfants, quoi. Donc c'est bien. Donc, et bien sûr, très rapidement, comme j'ai dit, c'était une des qualités de ce film, très rapidement, les images qui ont été filmées, avec le personnage, les poussières, tout ça, bref, on va récupérer ces images-là. On va les consulter tout de suite dès le lendemain. On va les consulter, en fait. On va voir Denise qui les regarde et qui se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que cette poussière, en fait? Déjà, il était content au départ d'avoir réussi à filmer le tremblement de terre, mais en consultant les images, du coup, il se rend compte qu'il y a un truc qui était à côté du lit, en fait. Donc, il va tout de suite en parler à Julie, il va en parler à Randy. Donc voilà, l'information circule, en fait. Les gens sont pas là à garder les choses pour eux et juste à se dire, bizarre. Non, ça circule, chacun donne son avis. Julie dénie complètement le truc. Elle dit, mais attends, c'est peut-être un glitch, quoi. C'est l'image a planté, la gelée, et puis voilà, c'est tout. Il y a pas de, tu vois. Elle nie complètement la chose. Elle est déjà occupée, en plus. Donc elle a pas que ça à faire. Randy, lui, il arrive. Lui, déjà, Randy, c'est un peu le branleur, comme j'ai dit. C'est l'assistant, c'est un peu le branleur. Il est toujours en retard. Tout le fait un peu marrer, bref. Il arrive, donc déjà, le fait que ce soit une sextape, ça le fait marrer, bien sûr. Et, tu voulais faire une sextape, trop cool et tout, trop bien. Moi, j'aurais pas laissé le tremblement de terre m'arrêter, bref. Mais quand il regarde l'image et qu'il voit le personnage, du coup, la poussière qui se dessine, une silhouette qui s'en va, qui disparaît, il est là, mais c'est cool. Enfin, c'est un personnage attachant. Il est un peu con, mais quand même attachant. Mais voilà, il est complètement à l'ouest, mais vraiment, il rajoute une pincée un peu d'humour et de légèreté dans le film, ce qui n'est pas mal du tout, ce qui est bienvenu. Et donc du coup, suite à ces événements-là et au bruit qu'il entend, très rapidement, ça y est, on passe à la phase d'installation des caméras et de surveillance de toute la maison. Un grand classique dans les Paranormal Activity. Là, voilà l'élément déclencheur. C'est ces silhouettes supplémentaires qui se rajoutent au bruit et autres mini-événements que Denis a remarqué depuis que Christy commence à parler de Toby, en tout cas. Même s'il ne fait pas forcément le rapport, il installe une caméra dans la chambre des filles, il installe une caméra dans sa chambre, il installe une caméra. Il va ensuite installer une caméra dans la cuisine qui fera une sorte de panoramique tout le temps, dans la cuisine. C'est là qu'on va commencer à capturer les images et les analyser toujours le lendemain. Donc c'est vraiment systématique, on regarde les images, ça filme la nuit, le lendemain on commente les images. Et donc c'est souvent la nuit que les événements vont se passer, et pareil c'est un signe c'est une formule qui avait été reprise dans le 1. Un des signes du pouvoir grandissant de Toby, c'est quand il arrive à avoir des manifestations le jour. D'un moment, il se limite à la nuit, il fait des petites choses la nuit, des petites conneries qui deviennent de plus en plus fortes la nuit, et à un moment donné, quand il passe au jour, c'est que rien ne va plus, en fait. Dans ce film, on sent pas une évolution dans ce sens-là. Mais c'est quand même un peu là. Donc, il va installer toutes ces caméras,
Et la première chose qui va se passer, de la première nuit, effectivement, on va voir Christy qui va aller à la caméra, qui est dans la chambre des filles, parler à côté de la caméra. Et on devine qu'il a installé la caméra pas loin du placard où il avait découvert, où il va découvrir justement le signe satanique, là. Donc effectivement, c'est là que doit loger Toby. Il loge dans le placard. Enfin, c'est une sorte de petit placard, c'est une sorte de petit débarras, on va dire. Et c'est là qu'il vit, en fait. Il est comme Harry Potter sous la cage d'escalier. Il vit là-dedans. Et donc, quand elle vient lui parler, c'est peut-être que la porte s'ouvre, elle est là, elle discute, mais on ne le voit jamais. On ne voit jamais ce qu'il y a en face, en fait. Enfin, je pense qu'on verrait pas grand-chose de toute façon. Mais on devine qu'il est par là. Il est dans ce débarras-là. Donc, dès le lendemain, Denise va confronter, du coup, Christy par rapport à cet événement. Et il va commencer à lui demander de le décrire. Il est comment? Enfin, c'est à Toby que tu parlais ces nuits. D'accord, mais il est comment, Toby? Il est grand, il a mon âge, il a l'âge de grand-mère. Et là, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, il a plutôt l'âge de grand-mère. Et ça, c'est intéressant. Quand on sait après que c'est la grand-mère, la grande méchante ou je sais pas quoi, est-ce que justement Toby est venu à la vie? Comment se fait-il qu'il ait le même âge que la grand-mère? Donc c'est la grand-mère qui a dû l'invoquer. Ça, on le sait après. Pourquoi il aurait le même âge? Est-ce que c'est son double maléfique, démon maléfique, qui sous le contrat, je m'attendais bien sûr qu'il soit assez âgé, mais qu'il donne à l'impression à Christy d'avoir plutôt l'âge de sa grand-mère. Je sais pas si c'était la meilleure forme pour l'amadouer, en fait, et l'approcher comme un ami imaginaire, en tout cas. Et en plus, ça ne s'arrête pas là, parce qu'il lui demande, il est grand, est-ce il est gros? Et il dit pas qu'il est gros. Donc, tu sens que Toby doit être susceptible et Christy doit le savoir, quoi. Enfin, un truc comme ça. Il ne dit surtout pas qu'il est gros, bref. Et il lui demande, mais quand tu dis que justement, donc, que c'est un secret, ce que vous vous dites entre vous, et que tu me dis que tu ne peux pas en parler, qu'est-ce qui se passe si tu en parles? Et là, elle fait, j'aurai des ennuis, quoi. Je ne serai plus en sécurité. Donc ça veut dire qu'en plus de lui parler, il la menace, en fait. Il lui dit, écoute, ce qu'on se dit là, faut pas que tu en parles, parce que sinon, attention. C'est incroyable, quand même. Ça décrit de plus en plus ce démon, vraiment comme la dernière des ordures, quoi. Vraiment, littéralement. Et il va encore une fois parler de cela à Julie, à sa femme, en disant, écoute, là, c'est pas normal, je lui ai demandé de me parler de Toby, elle commence à en parler de manière de plus en plus spécifique, c'est quand même bizarre, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et la femme qui va vraiment tenir son rôle jusqu'au bout, du déni, en fait. C'est une phase, c'est une gamine, ce qui est plausible aussi, hein. Mais non, ça reste une gamine, c'est une phase, elle a eu des phases plus bizarres que ça passera dans une semaine ou deux. Et donc, on aura tout le temps ces dynamiques-là, on va confronter les enfants avec, surtout Christy, avec ce qui se passe, on aura des réponses un peu mystiques, pas très compréhensibles, on va analyser comme on peut, on va voir ce qu'on peut en tirer comme conclusion, mais ça n'avancera pas tellement le schmilblick. Et petit à petit, Toby, lui, de son côté, va prendre son pouvoir, augmenter. C'est dommage qu'il y ait une faiblesse justement dans l'évolution de ces interrogatoires-là et le pouvoir de Toby qui monte de plus en plus. Encore une fois, c'est vraiment mon regret principal. J'aurais aimé savoir pourquoi il devient de plus en plus puissant, pourquoi il ne l'était pas dès le début, et s'il était dès le début, qu'est-ce qu'il attend en fait pour demander, pour faire ses requêtes, pourquoi il attend vers la fin du film pour commencer à dire bon maintenant je veux qu'on fasse ci. Bizarre, c'est très bizarre. Donc on n'a pas ça, mais on a quand même un échange très intéressant, une dynamique d'échange très intéressant entre du coup les mômes, les parents, Denise, et vers la fin la grand-mère, mais c'est vraiment secondaire ensuite pour le coup. Et donc voilà, les événements se poursuivent. On a ensuite tout le temps la même formule, hein. Donc la nuit, il va se passer des petits trucs, pas grand chose au début, juste quelques bruits, tout ça, les parents vont être inquiets. Le lendemain, ils vont interroger les gamines, parce qu'à chaque fois, ils se disent que ce sont les gamines, forcément, du coup. Et les gamines vont dire que non, c'est pas elles qui se sont levées pour faire du bruit, non, c'est pas elles qui sont rentrées dans le salon à une certaine heure de la nuit, non, c'est pas elles, etc. Donc voilà, ça va être tout le temps la même formule, le temps que les éléments se mettent en place, en fait. Et là, on va avoir, en fait, une scène très importante, en fait, dans l'histoire, pour comprendre un peu le personnage de la grand-mère, ce qui pourrait peut-être justifier que Toby ne soit pas entré en action aussitôt, en fait. J'explique. En gros, là, on a une scène où la grand-mère parle avec la mère, du coup. Donc, la grand-mère parle avec Julie et commence déjà un peu à tracher Denise, parce que Denise n'est pas présent à ce moment-là dans la maison. Il est allé acheter des cassettes pour travailler. Et bien sûr, il a pris la carte bleue de Julie, parce qu'on comprend très vite qu'en fait, c'est peut-être Julie qui gère financièrement, en fait, et que Denise, vu que son travail, c'est de filmer des mariages, ça doit pas être tous les jours très beau à voir, quoi. Enfin, son compte ne doit pas être tous les jours beau à voir. Et donc, il dépend un peu financièrement de Julie. Et la grand-mère, on voit très vite qu'elle voit ça d'un mauvais œil. Donc, elle trache un peu Denise, mais Julie arrive à bien le défendre et à dire non, c'est l'homme qu'elle a choisi, les enfants l'adorent, donc tout va bien, quoi. Et ensuite, la grand-mère passe à un autre sujet. Elle
parle d'enfants, elle parle de famille. Et sa fille, Julie, qui dit, mais non, mais laisse tomber, je t'ai dit, ça va très bien comme je suis là, j'ai 2 filles, ça va. Elle fait, mais non, mais tu as toujours dit que tu voulais une grande famille, tu vois. Et je lui dis, bah non, mais ça va. Je lui dis, mais t'as toujours voulu avoir un garçon, quoi. Elle fait, non, ça va. Et voilà, la discussion s'arrête là, quoi. Elle n'arrive pas à la faire changer d'avis. Il y a 2 éléments importants, en fait, là-dedans, je trouve. C'est déjà l'attrait pour l'argent, en fait, que la grand-mère, du coup, est décrite un peu comme un personnage un peu cupide, en tout cas, qui donne une certaine importance à l'argent, à la fortune. C'est pas non plus extraordinaire, hein, des belles-mères qui crachent sur leur beau-fils parce qu'elles trouvent qu'ils pourraient gagner un peu plus d'argent, c'est pas non plus extraordinaire, mais en tout cas, ça peut donner une piste sur les intérêts principaux de la grand-mère et pourquoi elle a mis en place, pourquoi elle a déclenché tous ces événements-là, ce qui aurait pu être à l'origine de cela. Donc ça la décrit un peu comme un personnage, en tout cas, qui donne une importance à la fortune, en tout cas, clairement. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, derrière, elle insiste sur l'enfant, sur le fils. Donc, elle espère obtenir du coup de la maman. Alors, arrivera un moment où Denise, du coup, comprendra, quand il fera son enquête pour comprendre mais d'où vient ce sigle démoniaque qui est dans la penderie, enfin, dans le petit débarras dans la chambre des filles. Il trouvera, du coup, que c'est un sigle démoniaque. Il remontera jusqu'à un couvent, donc ce sigle serait donc celui d'un couvent de sorcières, donc ça date du 7e siècle, je crois. Donc des sorcières connues pour droguer des femmes en âge d'avoir des enfants, pour leur faire faire bien sûr un enfant derrière, et récupérer cet enfant-là. Et surtout, très important, il faut que ce soit l'aîné, enfin un mâle, un enfant mâle en fait. Donc voilà un peu à quoi s'occuper ce couvent. Donc, on comprend ensuite très clairement que la grand-mère fait partie de ce couvent, en tout cas de ce qui est devenu ce couvent aujourd'hui, c'est une des représentantes de ce couvent aujourd'hui, et que donc ce qui l'intéresse, c'est de récupérer un enfant. Alors, on ne sait pas quel type de contrat elle a pu passer avec les diables ou avec Toby, mais clairement, elle a dû promettre le premier fils qu'aura sa fille comme récompense. Et donc, c'est peut-être ça qu'elle attend, en fait. Donc, c'est peut-être une explication plausible, c'est qu'elle a réussi à invoquer Toby dans cette maison. Toby qui peut-être au départ était avec elle, en tout cas Toby qui devait lui dire elle est où ta part du deal, quoi. Donc elle a dû attacher Toby dans cette maison pour qu'il puisse patienter, qu'il observe en disant dès qu'elle aura un fils, ce sera le tien, du coup. C'est une explication comme une autre. La grand-mère a dû passer un deal avec les diables, du coup, sans doute pour une fortune, pour avoir de la fortune, en promettant justement son premier enfant, son premier petit-fils. Parce qu'elle-même n'a pas pu avoir de fils. Voilà, elle a une fille, mais elle a promis en tout cas son premier petit-fils. Sauf que sa fille ne veut plus faire de fils. Donc peut-être que vers la fin, c'est pas tant que Toby gagne en puissance, il est déjà puissant dès le départ à partir du moment où la grand-mère l'a attaché à la maison, mais c'est incroyable quoi, ça veut dire qu'elle a profité d'un moment d'inattention pour aller dans la chambre des filles, rentrer dans le débarras et tracer le sigle qui allait attacher Toby à ce lieu-là. C'est vraiment un personnage infâme, quoi, vraiment. Et donc, elle aurait fait ça pour se débarrasser de Toby, parce que je pense quand même logiquement, faire un contrat avec les diables, quand même, il faut s'assurer de pouvoir l'honorer derrière. Parce qu'automatiquement, une sorcière va en enfer, quoi. Si on reste un peu dans ce lore-là, un peu, qu'on essaie de le développer, si on y réfléchit 2 minutes, la sorcière va en enfer, elle le sait. La plupart des gens iront en enfer, même sorciers ou pas. Hein, voilà. Donc peut-être que la sorcière, finalement, ce qu'elle se dit, c'est que bon, de toute façon, sorcière ou pas, il y a de fortes chances, vu la vie de merde que j'ai, ou vu les choix qui me sont donnés à faire dans cette vie, il y a de fortes chances que je finisse en enfer. Or, vu qu'en enfer, celui qui gère, le grand patron, c'est les diables, autant passer tout de suite un deal avec lui faire plaisir, et comme ça, au moins, je me prends pas la tête. Je sais que je finirai en enfer, mais je serai pas plus mal loti que les autres, quoi. Et donc, autant lui faire plaisir, autant lui proposer des trucs, voilà. Donc, c'est très possible, en fait. Donc là, c'est vraiment ma théorie sur pourquoi on devient un sorcier. On devient un sorcier parce qu'on sait qu'on est foutu, qu'on ira forcément en enfer. On a très peu de chances, en tout cas, d'aller au paradis, même avec les meilleures intentions du monde, hein, vu que ça paraît très compliqué, manifestement, d'entrer au paradis. Donc, on se dit, ok, fuck it. Tant qu'à aller en enfer, autant jouer le game jusqu'au bout. Donc déjà, je vais kiffer à mort, je vais kiffer là sur cette terre, déjà, et si les diables peuvent m'aider, pas de souci. Et tant qu'à finir en enfer, au moins être ami avec les diables, et comme ça on voit. Voilà. Je n'encourage bien sûr personne par ces paroles-là, mais c'est une possibilité. Donc la grand-mère aurait passé un deal avec les diables, en promettant son premier fils. Ce premier fils n'étant pas venu, elle a promis son premier petit-fils. Ce premier fils ne venant pas, elle essaie de faire pression elle essaie quand même de faire pression sur sa fille pour avoir un fils. Et dans cette discussion, elle le dit, quoi. Et quand elle comprend que c'est trop tard, que ce n'est pas possible, il change de plan. Donc, le premier plan était soft. Le second plan, c'est OK, fuck it. On va maintenant il va maintenant lui promettre le premier fils de Christy, du coup. Tout simplement. C'est vraiment tordu, quoi. Donc, vu que sa fille ne veut plus faire de fils, OK, ça sera, du coup, son premier arrière-petit-fils. C'est comme ça que je le vois, en fait. Et donc c'est là qu'elle a un peu précipité les choses. Donc Toby qui insiste pour qu'on aille voir grand-mère. Et voilà, on arrête les conneries là. Ce fils n'arrivera jamais. En tout cas pas de Julie, pas venant de Julie. Mais peut-être il y a un nouvel espoir avec Christy. Et c'est pour ça que
Toby va hanter Christy pendant toute son enfance et être au pied de son lit, tout ça, blabla, etc. Donc voilà ce qui a pu se passer, moi je pense. Voilà le deal qu'elle a passé. Ce qui fait du personnage de la grand-mère un des plus grands vilains de l'histoire quand même. D'abord elle promet son fils, puis ensuite elle promet son petit-fils, puis ensuite elle promet son arrière-petit-fils. Elle promet l'enfant de sa petite-fille alors qu'elle a 6 ans déjà. Mais elle promet déjà de donner l'âme de... C'est absolument magnifique. Et tout ça sans cligner des yeux, quoi. À aucun moment on la sent rongée par cela, à aucun moment on la sent douter, à aucun moment on la sent hésiter. Elle est prête à tout. Mais après, encore une fois, elle a peut-être passé un deal qu'elle n'a pas du tout envie de ne pas honorer, quoi. Donc peut-être qu'elle est prête à tout pour se sortir de ce mauvais pas. Donc elle précipite les choses peut-être parce que maintenant elle est vieille et que clairement sa fille ne parle plus d'avoir un fils. Donc là elle se dit ok, bah tant pis, je l'avais attaché à ma fille, bah maintenant je vais lui promettre le fils de ma petite fille. Et du coup je trouve ça méchant à la fois intriguant. Comment elle a pu en arriver là en fait? Quelle vie elle a pu avoir pour être prête à ce point à tout sacrifier? Donc je trouve ça assez intéressant. J'aurais bien aimé un premier film justement qui remonterait justement à l'enfance de cette grand-mère et à quel moment elle est devenue une sorcière. D'ailleurs, le film The Witch est très intéressant justement parce qu'on voit une fille pleine de bonnes intentions qui à la fin finit par signer avec les diables. Elle dit ok, je signe. Et le diable lui promet du beurre, du je sais plus quoi. C'est assez drôle. Je te connais, je te promets du beurre. Je trouvais ça très drôle. Donc voilà, on voit comment elle devient en fait. Ça se trouve d'ailleurs, c'est elle, hein, ça se trouve. Bon, non, là quand même, The Witch se passe vraiment. On est avec les tout premiers colons aux États-Unis, donc ça m'étonnerait que ça remonte à aussi loin. Mais voilà, pourquoi pas. Ça serait pas mal de faire un crossover The Witch et Paranormal Activity. Enfin bref. Donc on ne sait pas comment elle est arrivée là, cette grand-mère, mais je la trouve d'une froideur, prête à tout sacrifier pour honorer ce deal qu'elle a passé avec les diables, qu'on a envie de savoir ce qui s'est passé en fait. Et j'aurais bien aimé savoir ce qui s'est passé. Mais bon, on le saura pas, on le saura certainement pas dans ce film. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est prête à tout. Et dans cette toute petite discussion, je trouve qu'elle a lâché ces informations-là en fait, clairement. Elle a montré qu'une des choses qui pour elle est le plus important, bon, bien sûr j'ai l'impression qu'il y a la famille, mais vu ce qu'elle en fait, je suis pas sûr. En tout cas il y a le couvent, peut-être alors, c'est peut-être ça sa vraie famille. Mais il y a effectivement la fortune, la réussite, et derrière il y a honorer son contrat. Donc tout ça, une fois qu'on sait que c'est elle le méchant un peu dans l'histoire, on se dit ah ok, voilà pourquoi elle a dit ça, voilà pourquoi elle a demandé ça, voilà pourquoi elle insistait tant pour ça. Mais ça ne la rend pas moins horrible quoi quand même. Ce qu'elle est prête à faire là est quand même assez atroce, quoi. Vraiment, c'est horrible. Ces pauvres gens n'ont rien demandé. Et du coup, ça ouvre aussi la porte sur une autre faille dans l'histoire, c'est-à-dire quand même qu'elle n'est pas devenue sorcière du jour au lendemain, avec sa tête de folle, là, la grand-mère. Donc elle a dû l'être quand même quand Julie était petite. Et Julie ne se rappelle de rien de tout ça quand même. Julie ne se rappelle pas de comment sa grand-mère a pu être quand elle était petite et ce qu'elle a pu lui mettre dans la tête en fait. Voilà, donc c'est très curieux que Julie ne s'en rappelle pas, mais en même temps Katie et Christy ne se rappellent pas non plus de l'enfance qu'elles ont eue avec leur grand-mère, alors qu'elles ont quand même eu une enfance avec la grand-mère avec un démon, et là clairement assumé démon en fait. Donc bon, c'est assez curieux donc d'ignorer ce fait-là. Donc mais ça peut être une explication. Peut-être que le démon a des pouvoirs pour effacer la mémoire, j'en sais rien moi. Mais en tout cas, Chrissy et Kitty ne se rappellent pas de leur enfance non plus, elles ne se rappellent pas de ces événements-là, clairement, donc peut-être que justement, que Julie non plus, alors qu'elle a dû être soumise aux mêmes choses, peut-être. Et donc voilà, donc on va avoir ces moments de discussion importants qui nous donnent quelques informations, juste ce qu'il nous faut comme information avant que la routine ne reprenne, on va en avoir un peu partout comme ça dans le film, de temps en temps quoi, ça va arriver, et ça va interrompre justement une routine, et la routine est tout le temps la même, la nuit, Toby qui fait des trucs de plus en plus bizarres, et maintenant d'ailleurs on en arrive au moment où maintenant il fait des choses bizarres avec Christy, enfin je veux dire qu'elle se lève, qu'elle va courir partout, elle saute, elle s'amuse, je sais pas en quoi elle trouve ça drôle d'ailleurs pour une fille de son âge d'ailleurs, mais voilà, tout ce qu'elle fait c'est qu'elle court à droite à gauche, elle saute de l'escalier, elle est complètement suicidaire, parce que même si elle a un ami imaginaire, démon qui lui dit, qui a l'apparence du coup d'un adulte, mais un adulte lui dirait tiens saute de l'escalier, je te rattrape. Pourquoi elle le ferait quoi? Donc bref, elle le fait sans peur ni rien, donc juste elle rigole, et bien entendu on devine que la mère, cette Julie, a dû voir les images parce qu'elle vient la confronter par rapport à ça, et elle va lui demander, elle la trouve en train de peindre dans son coin, elle lui dit mais de dessiner quoi, elle lui dit mais tu descends pas jouer en bas? Elle fait non. Elle dit cette nuit c'est Toby qui t'a demandé de descendre et de jouer, de courir partout? Elle lui fait non. Elle dit mais tu sais que tu peux m'en parler hein s'il y a un truc. Il lui fait non justement il m'a dit de pas trop t'en parler. Il fait mais pourquoi quoi? Il lui fait t'as qu'à lui demander, il est juste à côté de toi. Et là j'adore la tête que fait la mère quand il lui dit, quand Christy lui dit t'as qu'à lui demander, il est juste à côté de toi, parce qu'elle se tourne en fait, mais elle sursaute tout simplement, elle sursaute et regarde sur le côté et voilà. Donc alors que c'est elle la sceptique dans l'histoire, hein, c'est celle qui ne croit pas. Mais là quand même voilà, Camille qui lui fait il est juste à côté de toi. Là elle a un petit retourné, elle vérifie vite fait quand même autour d'elle que tout va bien. Et il lui fait je vois rien. Il lui fait pourtant il est à côté de toi.
Donc voilà, je trouvais ce moment assez drôle. Et là, on replonge encore une fois dans une discussion importante qui va donner des pistes, des idées. Parce que Randy, le pote de Denis justement, a été volé des livres dans une librairie ou dans une bibliothèque, quoi, a été volé des livres, justement, qui traitent de cas d'apparition, de lieux hantés et autres, pour essayer de comprendre un peu mieux. Donc, ils sont vraiment sur l'enquête, quoi. Une des premières pistes, justement, pour définir un peu, pourrait donner une explication au pouvoir de Toby. Déjà, le fait que, pas que définir le pouvoir de Toby, mais définir aussi pourquoi il est là, pourquoi Christy. Donc, un des premiers trucs qu'ils apprennent dans le livre, c'est que, justement, les enfants sont très susceptibles, en fait, à une influence spirituelle, démoniaque, etc. Donc, choisir Christy comme cible fait sens, tout simplement. Donc, il ne s'est pas rapproché de Christy juste parce que il ne s'est pas rapproché de Christy pour rien, en fait. On devine donc qu'il s'est rapproché de Christy pour pouvoir avoir une certaine influence dans la maisonnée. Christy étant la plus susceptible de l'écouter, de l'entendre, il peut passer par Christy pour obtenir ce qu'il veut. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il va suggérer le fait de vouloir aller chez la grand-mère. On va aller chez la grand-mère, voilà, c'est ça qu'il veut, en fait. Mais finalement, à la fin, vu que cette stratégie ne marchera pas, il aura une autre stratégie pour obtenir ce qu'il veut, justement. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose étant, justement, qu'il se nourrirait des peurs, ce qui est un des arguments avancés dans le film numéro 1 par le démonologiste, Avery, je crois qu'il s'appelait. Donc, c'est une des théories qu'il a avancées, attention. C'est pas Avery qui avance là, c'est un psychic, justement, je crois, qui, justement, veut les mettre en rapport avec un démonologiste, parce qu'il comprend qu'il est là, il est pas du tout dans son playground, quoi, il est pas du tout dans son domaine, quand il découvre un peu la présence qui hante Katie dans le Paranormal Activity 1. Donc, dans le livre, ils comprennent donc qu'il se nourrit des peurs, mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas bien fait dans ce film. À aucun moment, on ne sent une peur qui monte crescendo. C'est clairement le cas dans le Paranormal Activity 1. Toby leur fout les jetons, en fait, il les troll pendant tout le film, et petit à petit, ça devient de moins en moins drôle, quoi. Carrément, à un moment, il leur suggère une vidéo sur YouTube, quoi, presque. Pour leur montrer, attention, vous voulez m'exorciser? Attention, regardez ce que ça peut donner. Pour leur montrer qu'attention, il est là, et il veut pas qu'on se foute de sa gueule, en fait. S'il commence à vouloir l'exorciser, il peut se venger d'une certaine manière. Donc voilà. Donc ça devient de plus en plus violent, en fait. Il devient de plus en plus intimidant. Ça devient vraiment un bullies, quoi, dans le truc. Ici, ok, il fait des choses bizarres, mais comme j'ai dit, les peurs sont ponctuelles. Et donc, comment ils sont nourris, j'ai vraiment du mal à le voir, en fait. Dans le premier, ils stressent, en fait, Micah et Katie. Petit à petit, en fait, ils ne vont même plus au boulot, ils ne vont même plus travailler, ils ne dorment plus la nuit. Ils sont stressés, et le jour, quand ils se lèvent, ils ont envie de rien faire. Ils sont pas bien, en fait. Et ils ont toujours cette peur présente que, putain, la nuit approche. Qu'est-ce qui va se passer encore cette nuit? Du coup, quand on sait ça, on peut comprendre, en fait, que Toby soit là à se gorger, justement, de cette peur, de cette tension, de ce stress. C'est compréhensible. Mais ce n'est pas du tout le cas dans ce film. La première personne qui commence vraiment à avoir peur, c'est Randy, dans une scène aussi très connue du film. Mais dès qu'il comprend que là, ça ne rigole plus, il se barre, en fait. Il ne reste pas. Donc Toby n'a pas le temps ou le luxe de se nourrir de quoi que ce soit comme peur. Les gamins n'ont clairement pas peur de lui. Enfin si, il y a Katie qui a peur. Katie, à un moment donné, elle commence à se prendre des baffes, des coups, elle commence à avoir peur, à crier, à pleurer. Mais clairement, on voit que ça reste une gamine, en fait, donc elle oublie. Donc il s'est passé un truc, elle a pris une baffe, elle a eu peur, mais clairement il oublie derrière. Donc il a pas le temps de la malmener assez longtemps pour qu'elle commence à être bizarre, tout le temps effrayée du moindre bruit, à être aux aguets. Ça reste une enfant et rapidement elle oublie, elle passe au jeu en fait. Donc la source de sa nourriture à Toby, j'ai du mal à la définir en fait, j'ai du mal à la localiser. C'est quel personnage là en fait dans le film? Ce n'est certainement pas Christy, qui est censée être son amie, ce n'est certainement pas Katie, qui le fait souffrir, mais qui oublie, en fait, et qui atteint, et qui a vraiment peur. On peut dire que vraiment, elle commence à être terrorisée vers la toute fin. Mais c'est pas suffisant, quand même, pour qu'il soit passé à une puissance pareille. Déjà, quand il commence à bouger les meubles, tout ça, machin, personne n'avait encore peur de lui à ce moment-là. Mais ça commence, bien entendu. Ça ne peut pas être Denise, qui est plus occupé à filmer qu'autre chose, comprend que quelque chose ne va pas, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il soit effrayé, et encore moins Julie, qui croit pas en lui, en fait. Donc, voilà, j'ai du mal à définir d'où vient sa force, même si là, ils avancent clairement que ça doit venir justement de la peur. Et ça marche, la peur. Mais là, c'est mal fait. Alors, encore une fois, routine classique, donc on va avoir la nuit venue des scènes bizarres, un peu de bruit, une ampoule qui pète par-ci, voilà, et puis le lendemain à nouveau, interview des enfants, de Christy, bien sûr. Donc ça va quand même dire qu'il commence littéralement, à faire le rapprochement entre cet ami imaginaire et ce qui se passe. En tout cas, de la part de Denis, ça semble assez évident. Julie, peut-être pas. Donc il va venir trouver Christy en train de faire un petit tea party, là, une petite dînette avec ses poupées, ses peluches, avec un ours hyper flippant d'ailleurs, qui s'appelle Teddy, je crois. Il va s'approcher et lui demander, qu'est-ce qu'il te dit, en fait, Toby? Qu'est-ce qu'il te raconte? Qu'est-ce qu'il te demande? Et pareil, elle continue à lui dire, non, c'est un secret, je ne peux pas en parler, c'est un secret, etc. Et là, on apprend un autre trait de caractère de Toby, parce que, donc déjà,
Quand Denis arrive et qu'il la trouve donc en mode dinette là avec ses poupées, il veut s'asseoir à côté. Et lui dit bah t'assois pas là. Ça c'est la place de Toby. Tu vois, il fait ah d'accord, Toby il est là en ce moment. Il fait bah il est là en ce moment. Ouais. Il fait d'accord, bon je m'assois sur le côté, donc il s'assoit sur le côté. Donc Toby, donc ça veut dire que Toby est là aussi quand elle joue à la dinette quoi. Qu'est-ce qu'il fout bon qu'est-ce qu'il fout ce démon de sa journée quoi. C'est très marrant parce que si on l'imagine 2 minutes en train de faire tout ça, si là on pouvait le voir en train de faire tout ça, un démon assis sur une petite table d'enfant à jouer à boire du thé quoi. Enfin, je trouve ça assez ridicule, vraiment. C'est très drôle à imaginer. Mais donc ça ne s'arrête pas là, car on va aussi voir. Donc ça ne s'arrête pas là, car il va aussi y avoir un petit incident, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va poser sa main sur le côté comme ça, Chrissy, pour prendre une petite tasse de thé, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle fait « Oh, pardon !» Et là, Denis qui lui demande pourquoi tu dis pardon. Il fait « Bah, j'ai touché Toby sans le vouloir, il n'aime pas ça. » Donc, il n'aime pas non plus le contact Toby. Faut pas le toucher, Toby. C'est quoi ce portrait? Enfin, on a vraiment du mal à s'imaginer. C'est quoi son problème, en fait? Donc, il ne faut pas le toucher, mais il te réveille la nuit, et il lui demande de sauter qu'il va la rattraper, mais il faut pas voilà, je vais pas aller plus loin que ça. Je le trouve juste hyper bizarre, quoi. Hyper. J'ai du mal à faire son profil psychologique en fait. Qu'est-ce qu'il veut? Comment il est en fait? Il y a quoi dans ça? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête en fait pour qu'il soit assis là sur la petite dinette en se disant me touche pas. Enfin, je trouve ça assez drôle. Donc encore une fois, on a encore un peu plus d'informations sur le personnage de Toby et toujours de manière indirecte en fait. Hein. On sait en tout cas qu'il suit tout le temps Christy. D'ailleurs, il va y avoir un moment donné où Katie veut jouer, justement, l'aînée, la fille aînée veut jouer à Bloody Mary. C'est comme le jeu Candyman, on se met devant un miroir, on appelle son nom 5 fois, 3 fois, bah c'est Bloody Mary, c'est la même chose, on se met devant un miroir, on appelle son nom 5 fois dans le noir, et elle est censée apparaître. Donc, Katie veut jouer à ce jeu-là, elle propose à Christy, elle prend la caméra d'ailleurs, qui est dans la chambre, pour aller dans la salle de bain, s'enfermer et jouer à Bloody Mary, justement. Et donc elles appellent, mais elles ont pas le temps d'aller jusqu'au bout parce que je crois que c'est la mère qui ouvre la porte en demandant mais qu'est-ce que vous foutez, qu'est-ce que vous faites, allez vous sortez maintenant. Elles sortent et en fait la porte de la salle de bain va se refermer de manière assez brutale et c'est toujours un signe qui nous prouve que Toby est dans les parages. Toby adore claquer les portes quoi, c'est aussi un de ses passe-temps préférés, il adore claquer les portes. Il y a un moment donné où Katie nie son existence d'ailleurs face à Christy et dit bah, il n'existe pas, t'es qu'un bébé pour croire à des amis imaginaires. Et Christy lui dit mais s'il existe, il vit là-dedans dans le petit débarras là dont justement j'ai parlé. Et donc Katie dit ah ouais bah vas-y qu'il sorte alors. Et elle l'appelle Toby sort, Toby sort. Toby ne sort pas donc elle y va elle-même. Elle dit bah je vais y aller alors je rentre alors. Christy lui fait non rentre pas c'est dangereux et tout non je rentre. Elle rentre dans le débarras. Et dit alors Toby t'es où, qu'est-ce que tu fous, chiche, tu vois. Et là la porte se referme aussi. Donc il l'enferme un moment, elle frappe, et on sent qu'il y a aussi ce côté chez Toby, il ne veut pas qu'on dise qu'il n'existe pas. Toby ne veut pas qu'on renie Toby, quoi. Donc là il l'a puni un peu en l'enfermant. Bah il fait pas plus quand même, mais il l'a puni juste. Après il sera un peu plus violent derrière, par la suite. Il sera un peu plus violent par la suite. Mais là il se contente juste de l'enfermer pendant longtemps. Elle gueule, elle croit que c'est, et du coup Katie croit que c'est Chrissy qui l'a enfermé, alors que c'est Toby. Donc là c'est un autre aspect aussi de Toby. Tu ne dénies pas Toby, tu ne nies pas Toby et tu ne chasses surtout pas Toby. Ça on l'a appris dans le 1. Donc on commence à en savoir un peu plus sur lui. Ça peut être très intéressant de vouloir tracer son portrait, quoi. À chaque altercation, en fait, tout simplement, on en apprend un peu plus sur lui. À chaque interview que les parents vont faire passer à Christy, même si elle dit qu'elle ne peut pas en parler, elle ne peut pas parler de lui, petit à petit, on apprend quand même des choses, par accident, comme ça. Mais ça ne nous mène pas à grand chose, parce qu'il ne finit pas par être réalisé, Toby, il ne finit pas par quand même être créé, là, dans ce film-là. C'est pas là que ça se passe dans un autre film. Mais au moins, on trace peut-être les prémices d'un personnage pour nous, peut-être que c'est peut-être une façon juste de nous le présenter d'une certaine manière pour ce qui sera à venir. Peut-être qu'ils vont vraiment créer Toby, d'autant plus qu'il prend corps à un moment donné, dans la saga. Et c'est peut-être pour qu'on voit venir qui est cet individu, qui est ce monstre en fait. Et un des traits principaux de Toby, c'est vraiment sa colère. Toby ne contrôle pas du tout sa colère et Toby a des moments de rage en fait. Lié au fait qu'on le nie, lié au fait peut-être qu'il est obligé d'attendre, lié peut-être au fait qu'on a dit qu'il n'existait pas ou juste parce qu'on essaie de se débarrasser de lui. Toby pique des crises de nerfs et devient hystérique quoi. Il pète tout ce qui bouge. Tu vois. Et il donne des coups de griffe aussi. C'est ça Toby. Il pète tout ce qui bouge et il donne des coups de griffe. Toby l'hystérique, faut le dire. Mais c'est intéressant de savoir que c'est un colérique mais violent en fait. On sent qu'il veut tout péter quoi. Il serre les dents quand on dit que Toby n'existe pas. Il serre les dents, il va frapper. Il va frapper quelque chose, il va claquer une porte. Ou il claque la porte, il se barre. Ce qui fait qu'on peut soit avoir un portrait de lui très colérique, très très dangereux, soit le portrait d'une petite princesse capricieuse en fait qui claque les portes. Enfin c'est l'un ou l'autre en fait. C'est l'un ou l'autre avec Toby. On arrive ensuite à une de mes scènes préférées dans le film, en termes d'effets spéciaux un peu très discrets, juste ce qu'il faut pour donner un petit coup de frisson.
c'est que les filles vont avoir une babysitteuse qui va passer à la maison les surveiller pendant que les parents sortent, justement. Donc, ils passent une soirée tout ce qu'il y a de plus normal, arrive la nuit. À un moment, ils jouent juste au fantôme, parce que les enfants veulent qu'elle raconte une histoire de fantôme. Donc, elle joue un peu au fantôme, elle prend un drap qu'elle met sur elle, et elle fait un peu la folle. Arrive la nuit, les enfants vont se coucher, et elle révise un peu en attendant que les parents rentrent. Du coup, elle fait ses devoirs. Et là, dans la nuit, justement, donc on a ce système-là que j'ai pas expliqué encore, mais on a des scènes du salon et de la cuisine. Vu que Denis, à un moment donné, voulait filmer le salon et la cuisine, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bricolé un ventilateur qui, en oscillant, lui a permis, en installant du coup la caméra dessus, en oscillant, lui permet de filmer dans les deux espaces. Et ça, ils vont vraiment l'exploiter en jouant un peu sur le fait que les plans ne vont pas durer. D'ailleurs, la caméra va osciller, et quand elle va osciller dans la cuisine, par exemple, on va voir quelque chose qui commence à se mettre en place dans la cuisine, et ce truc va atteindre justement, va se mettre en place, et puis la caméra va tourner, et au moment où elle va arriver dans le salon, on ne verra plus la cuisine, mais juste avant de quitter la cuisine, la dernière image, on va voir quelque chose qui va se passer, mais on ne verra pas forcément la conclusion. Par exemple, quand Krusty va descendre faire la folle là dans la cuisine, dans le salon, on va la voir monter sur la table du salon, et là, la caméra va la montrer, et elle va demander, par exemple, tu promets, t'es sûr? Genre, on comprend qu'elle est en train de demander à Toby, tu vas me rattraper, hein, c'est sûr. Et au moment où elle va sauter, la caméra va nous montrer juste le moment où elle va sauter, et là, la caméra passe dans la cuisine. Donc, on ne sait pas, en fait, comment elle atterrit, comment il la rattrape. Donc là, voilà, le film joue beaucoup là-dessus. Donc, ça permet d'avoir tout le temps un petit côté suspense, on essaie de tenir l'image, trop tard. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que elle est en train de faire ses devoirs, la babysitteuse est en train de faire ses devoirs, babysitteuse, enfin peu importe, elle est en train de faire ses devoirs dans la cuisine. Et là, pendant l'image, donc la caméra va dans le salon, revient dans la cuisine, et là il y a une forme derrière elle. Il y a une forme sous un drap, comme une sorte de fantôme à la même taille que les enfants. Sauf qu'on a deviné que ce ne sont pas les enfants, ça, on le sait, ça, de la taille de Kitty on va dire, mais on sait que c'est pas elle. Et au moment où la caméra va pour partir, hop, pouf, enfin, le drap s'effondre comme s'il n'y avait rien en dessous. Et c'est à ce moment-là que Lisa se retourne, la babysittrice là. C'est à ce moment-là qu'elle se retourne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ce drap fait là? Donc ensuite on la revoit qui s'inquiète, qui prend le drap, qui monte pour voir si c'est les filles qui lui font une blague, mais elle trouve les filles en train de dormir. Et là quelque chose l'attire du côté du petit débarras. On le voit à la caméra, on ne voit pas ce qui l'attire du côté du petit débarras, mais peut-être que la porte est juste ouverte en fait. Donc elle se demande qu'est-ce qui se passe. Elle s'approche, et au moment où elle s'approche en fait, elle se prend un souffle sur la gueule en fait. Toby très taquin. Donc on apprend déjà que Toby est un peu métamorphe en fait. Du coup il peut prendre un peu les tailles qu'il veut. Et là, il lui souffle dessus, on sait pas pourquoi. Bref, il lui souffle dessus, c'est ce qui est une drôle d'attaque, mais bon. Il lui souffle dessus, donc elle est, autant dire qu'elle est terrorisée, et elle attend le retour des parents pour se barrer très vite, en fait. Et même eux voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'elle est à côté de la porte quand ils arrivent, elle veut juste partir. Ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Malheureusement, elle ne dit pas grand chose, elle veut juste partir, elle dit que sa mère l'attend, donc elle se barre. Ça, c'est un peu dommage, je trouve qu'ils ont raté une occasion, en fait, de faire un peu plus flipper. Vu qu'il va aller partir un peu sur la peur, elle aurait pu dire, il s'est passé un truc, mais je sais pas, en tout cas, je ne reviens pas, quoi, tu vois. Elle ne veut pas revenir. Bon, il le présente pas comme ça non plus, ils exagèrent pas non plus, mais ça aurait pu être un truc un peu comme ça, en fait. Elle aurait pu très clairement planter le soupçon, le doute. Et d'ailleurs, le lendemain, Denis visualise les images et voit cette scène, en fait. Et pour moi, je trouve que c'est la scène la plus pertinente pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison, en fait. Et c'est pas ça qu'il va montrer à sa femme, en fait. Enfin, à Julie. C'est pas ça qu'il va lui montrer. À un moment donné, il voudra qu'elle le croie, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison, qu'il y a une présence, et plutôt que de lui montrer cette image-là, il va lui parler de livres, il va lui parler qu'il a lu que des sorcières faisaient ci, faisaient ça. Enfin, et bien sûr, elle ne le croit pas, du coup. Il dit, mais t'es complètement taré, t'as perdu la boule, tu vois, machin. Elle ne veut plus en entendre parler, elle fait la gueule, elle se taille. Alors qu'il aurait pu juste lui dire, écoute, hier, t'as bien vu que ça n'allait pas avec la babysitteuse, là. Tu as bien vu que ça n'allait pas. Et là, qu'elle lui dise, bah oui, effectivement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'il lui dise, bah écoute, si tu veux savoir, bah viens, je vais te montrer. Mais je te préviens, ça va peut-être te faire un peu peur, mais si tu veux savoir pourquoi elle était blême quand on est arrivé, voilà l'explication. Et là, il la mettait devant fait. Enfin, je vois pas comment elle pourrait expliquer autrement un drap qui se présente avec la forme d'un enfant et tout d'un coup qui s'affaisse sans rien en dessous, quoi. Donc, un peu compliqué. Et non, ce n'est pas ce choix qu'il fera. Il fera le choix de lui parler de couvent de sorcières, de pacte passé avec le diable. Il se démerde vraiment très mal quand les choses atteignent un niveau justement de panique extrême dans la suite des événements. Il s'y prend vraiment très très mal en fait pour expliquer son cas. Et par contre, c'est là qu'il va se passer un truc assez curieux. Je n'ai pas compris d'où ça venait. Donc la veille, on voyait encore Krusty qui jouait avec Toby, qui sautait partout. Ensuite, le lendemain, on a la scène avec la babysittrice. Et là, la nuit d'après, on a Krusty qui vient voir Toby, qui vient là vers le petit débarras, et qui lui dit non, je ne veux plus te parler en fait. Donc elle refuse de lui parler, elle ne veut plus lui parler. On ne sait pas à quoi c'est dû, on ne sait pas d'où ça sort en fait. Et il n'y a rien qui déclenche ça, vraiment je ne vois pas. Donc voilà, elle fait la gueule, ou en tout cas voilà, elle refuse de lui parler, elle repart se coucher. Et là on a un des autres traits en fait de Toby,
on voit encore une fois le personnage, en fait, tel qu'il est, colère qu'il a en lui, et on sent que là, il bouillonne, quoi, il serre des dents, mais il va faire du mal. Il va péter un câble, en fait. Et c'est très bien insinué, vu que ce qu'on a, on n'a pas de bruit. Il ne parle pas, Toby, donc on n'a pas de bruit, on n'a rien, mais on sent juste la porte qui grince, comme si elle était en train d'être compressée, en fait. Comme s'il pressait la porte entre ses deux mains, comme ça, en mode, je vais tout péter, putain. Et c'est littéralement ça, je crois Toby, on ne renie pas Toby. On ne refuse pas Toby, en fait. Et là, il ne peut pas l'accepter. Donc, du coup, Toby pète un câble. Et déjà, donc, la première chose qui se passe, c'est que le lendemain, Christy tombe très malade. Elle a une forte fièvre, mais on ne sait pas si c'est forcément lié. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas s'ils peuvent rendre les gens malades, quand même. Ça, je suis pas sûr. Mais en tout cas, elle tombe malade, donc elle doit aller à l'hôpital. Donc, du coup, on appelle Randy, donc, Dennis et Julie l'amènent à l'hôpital, et on appelle Randy pour rester et surveiller Katie. Et Katie, du coup, veut jouer à Bloody Mary. Depuis le début, de toute façon, elle n'arrête pas avec son putain de jeu Bloody Mary. Bon, voilà, elle veut jouer à Bloody Mary. Donc, elle veut retourner dans la salle de bain avec une caméra, éteindre la lumière, appeler 5 fois Bloody Mary, et elle explique à Randy que ça fonctionne comme ça parce qu'après Bloody Mary apparaît, elle essaie de te tuer. Donc, le fun game, quoi. Et donc, Randy finit par accepter. Au début, il veut pas, mais il finit par accepter. Voilà. Il est rigolo, Randy, il est un peu gamin aussi. Donc, voilà, ça se passe bien, quoi. Enfin, ça marche bien entre les deux. C'est assez marrant. C'est assez marrant de voir comment ils s'échangent. De voir comment les échanges se font entre lui et Katie, justement. Donc, ils vont dans cette salle de bain, ils éteignent, ils jouent au jeu, ils rallument. C'est rien passé. Katie veut rejouer. Ils rééteignent. Et cette fois-ci, quand ils attendent un peu dans le noir, ils entendent du bruit. Ils entendent des petits grattements, ils comprennent pas. Et là, Randy se fait ouvrir le ventre quasiment, quoi. Enfin, il se prend un coup de griffe, en fait, mais une seule griffe, monogriffe. Donc, en fait, il lui a fait ça avec un seul doigt. Donc, il lui ouvre le ventre, donc il gueule, et là, en fait, elle remet la lumière, l'autre. Et là, par contre, il rigole plus, quoi, Randy. Là, il parle, mais en bégayant un peu. Et c'est très touchant, parce qu'il essaie, en fait, de ne pas faire paniquer la gamine, mais en même temps, il est mort de trouille, quoi. Donc, c'est une scène vraiment rigolote, parce qu'en plus, Toby n'a pas fini. Donc, il commence à faire le con avec eux. Donc, il passe très vite devant, comme une ombre, en fait, devant la porte de la salle de bain. Donc, hop, il ferme. Enfin, au début, ils ont un doute. Ils font, c'était quoi, ça? Et là, ils repassent de manière plus claire. Donc, genre, ah, vous avez pas compris? Bah, tiens, je repasse. Donc, cette fois-ci, ils ont bien compris qu'il y a quelque chose qui est là. Donc, elle ferme la porte et il fait ce qu'il adore faire le plus, Toby, c'est-à-dire claquer les portes ou taper dessus, quoi. Donc, il se met à taper sur la porte qui vibre, en fait, qui vibre sur place, qui bondit sur place, presque. Donc, il tape comme une brute dessus. Et du coup, il y a Randy qui met la main dessus. Et là, pendant tout ce temps, Randy, quand même, continue à filmer. Donc là, je sais pas, moi, si je suis dans une salle de bain avec une gamine qui crie à la mort et un monstre dehors qui essaie de rentrer, je crois que je pose la caméra et j'utilise mes deux mains, quand même. Donc, il utilise juste une de ses mains pour tenir la porte de la salle de bain. Et la caméra, on sent qu'il la tient pas non plus comme s'il allait filmer quelque chose. Il la tient vers le bas et accidentellement, il filme, en fait, le visage de Katie qui est morte de trouille. Et on va ressentir toute la peur du moment dans son visage, en fait. Et la gamine, là, elle joue bien, quand même. Elle joue bien l'hystérie. Enfin, elle joue pas l'hystérie. Elle joue bien la peur. Mais elle veut pas mourir. Elle crie, je ne veux pas mourir. C'est très drôle. Je ne veux pas mourir. Je suis désolé. Je ne veux pas mourir. Voilà un peu ce qu'elle crie, en fait. Et Randy, il est là. Ça va aller. Mais en même temps, il tire la porte, il tremble, il bégaye. Mais c'est magnifique, quoi. Et là, à un moment, ça s'arrête. Et donc, Katie, va se réfugier dans le fond de la salle de bain. Du coup, et Randy lui dit, reste là, t'inquiète pas, reste là, je vais ouvrir, ça va aller. Il dit, oh Seigneur Dieu, aidez-moi et tout, machin. Mais cette scène est tellement drôle, c'est juste génial, quoi. Et Randy ouvre la porte de la salle de bain, observe. Donc voilà, enfin, Toby est en train de se venger, en fait. On l'a senti venir, on sait qu'il allait péter un câble, en fait. Donc il entrouvre la porte un peu de la salle de bain, il regarde, donc dans la chambre des filles, il regarde un peu si tout va bien, machin. Et là, bien sûr, maintenant, donc il y avait encore la table, tout le set, là, qu'avait installé, Christy quand elle faisait sa petite dînette, là, avec les tables, les machins pour les nounours. Et là, on dirait qu'il y a Toby qui arrive là-dedans, il commence à foutre des coups de pied, enfin, il y a tout qui s'envole, quoi, dans tous les sens. Panique à nouveau, Randy claque la porte, gueule, oh mon Dieu, machin. Et en même temps qu'il dit oh mon Dieu, il dit à la gamine, ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Donc c'est juste génial. Donc à la fin, elle est en larmes, ça se calme, il ouvre à nouveau, il se passe rien. Il lui dit qu'on peut sortir, on peut y aller, je vais tout ranger, c'est comme un tremblement de terre. Elle lui dit, ne raconte rien à personne, s'il te plaît, c'est de ma faute. Parce qu'elle croit que c'est de sa faute, en fait. Elle croit vraiment, Katie, croit qu'elle a vraiment invoqué Bloody Mary. La femme ensanglantée, là, justement, qui a voulu les tuer, justement. Donc pour elle, c'est de sa faute. Elle dit à Randy, ne dis rien. Randy lui dit, non, je ne dirai rien. Mais ils sont tous les deux au bord des larmes. C'est des barres. C'est énorme. Donc du coup, elle s'en va, il range un peu, et là, quand Dennis arrive, et là, Randy a une réaction que très peu de gens ont dans les films d'horreur, mais qui est très, très, très légitime. Le mec fait ses bagages, il se barre, en fait. Parce qu'il est censé revenir quand même assez régulièrement travailler avec Dennis dans la maison. Ils ont leur bureau en bas.
Mais là, il dit stop, quoi. Il dit stop, il veut se barrer. Et en fait, Denis ne comprend pas. Et essaie à tout prix de comprendre pourquoi il veut se barrer, qu'est-ce qui se passe. Et il veut même pas parler, en fait. Il en a marre. Il veut plus rien savoir, tu vois. Et il sort une réplique qui est géniale, je trouve. Il lui dit, mais putain, mais t'as pas compris que c'est dangereux ton bordel là, t'es complètement taré. Tu dis que parce que Denis lui dit, mais t'es taré, tu vas pas tout lâcher comme ça maintenant, tu vois. Il dit, non, c'est toi qui es taré, tu continues à rester dans cette putain de maison, mec. C'est complètement dangereux ton truc là. C'est pas Casper le putain de fantôme, tu vois. C'est pas un gentil, c'est pas une créature gentille là qu'on a là. On a quelque chose qui veut du mal, tu vois. Il lui dit, regarde juste les cassettes, regarde les cassettes, mais là tu dois en parler à Julie, vous devez vous barrer d'ici. En tout cas, moi c'est ciao, tu vois. Et ça, c'est assez rare pour être souligné quand même. Dans les films d'horreur, les gens, ils restent. Les gens ne partent pas. Randy est parti et finalement, il a survécu, du coup. Et si Randy avait continué à venir, je pense pas non plus qu'il était forcément directement en danger. Mais en tout cas, il risquait des choses comme ça, quoi. Il risquait, en tout cas, clairement, Toby ne voulait plus de lui là, en place, sur place. Toby l'a un peu mis dehors, en fait. Toby s'en est pris à lui. Toby voulait qu'il dégage, clairement. Donc voilà, ça a réussi, ça a marché, et il a bien fait. Et souvent dans ces films-là, c'est assez rare qu'un personnage dise, tu sais quoi, fuck it, je prends mes affaires, je me casse. C'est assez rare que ça arrive, donc pour être souligné. Et donc là, on arrive au fameux moment, donc de la confrontation. Donc là, vraiment, on sent qu'on arrive vers la fin, parce que ça y est, maintenant, ça rigole plus. Denis est inquiet, et là, il en parle pour la première fois à Julie. Pour la première fois, il lui explique, écoute, assis-toi, faut que je te parle. Donc là, il va lui dévoiler tout ce qu'il a enregistré, tout ce qu'il a capturé depuis le début. Mais on sait très bien que ça ne va pas marcher. On le sait. Le caractère de Julie est tellement trempé dans le déni. Enfin, il y a que ses filles, elle est prête à tout pour protéger ses filles. Et donc, reconnaître que la maison où ils vivent est hantée ou qu'il y a un truc qui traîne, non, quoi. Non, on va même pas commencer à aller vers là. Alors donc, Denis va essayer de convaincre en fait Julie, mais parce qu'il a déjà besoin de la convaincre en fait. Les rôles ne sont pas les mêmes suivant dans les trois premiers films tels qu'on peut les voir. Dans le premier Paranormal Activity, déjà c'est le couple qui décide, mais on sent que Micah a un peu le dernier mot un peu. Tu vois, il fait chier, il est relou, et Katie du coup est plus en mode vas-y fais ce que tu veux, tu me saoules quoi, tu vois. Donc Micah décide quoi, il met sa caméra parce qu'il veut mettre sa caméra, etc. Dans le 2, pareil, là c'est plus le mari de Christy qui décide. Ça se passe chez Christy, elle est adulte, elle a des enfants. C'est plus le mari qui décide. Là dans celui-ci, c'est Julie, qui décide en fait. On est chez elle, elle a ses enfants, tout ça. Elle a le dernier mot, et là elle veut juste remettre. Pareil, elle commence à sentir que ça ne va pas, et surtout là, elle va vraiment le comprendre, elle se dit, non, on va rendre tout ça normal, là. Je veux une famille normale. Et donc, il va la confronter, et ce connard, là, plutôt que de lui montrer les images indéniables qu'il y a un truc qui va pas, il lui parle. Il parle, c'est un caméraman, mais il parle, quoi. Il a des images qui prouvent. On voit des formes qui bougent. Elle a vu la peur de la babysitrice, donc elle sait qu'il y a un truc qui se passe, mais non, elle se doute de quelque chose, il suffit juste de lui montrer les images pour tout conclure. Non, il va lui parler d'un coven, donc d'un couvent de sorcières qui datait des années 30, comme quoi donc parce que sur le symbole, donc elles ont tous un collier, le symbole qui est dessus, c'est le fameux symbole qui est tracé dans le petit réduit justement, donc qui a scellé Toby à la maison finalement. Et il explique aussi donc elle a enlevé des filles, qu'elle les laissait grandir, et quand elles avaient l'âge d'avoir des enfants, elle leur faisait accoucher l'enfant mâle qu'elle récupérait, puis ensuite elle leur effaçait la mémoire. Pourquoi elle leur effaçait la mémoire, j'en ai aucune idée, pourquoi pas juste les tuer quoi. Donc voilà, il commence à expliquer tous ces délires là, et bien entendu elle ne le croit pas quoi. Elle envoie chier, et surtout que pendant que qu'elle est en train, elle s'énerve, elle commence à s'énerver en mode mais putain mais vous êtes tous fous quoi. En plus maintenant toi tu t'y mets, donc tu te rends compte ce que tu entretiens là dans cette maison, et pendant qu'il dit ça en fait, là-haut les filles sont en train de jouer. Toby là, ça y est, Toby il est en mode full mode opération vengeance quoi. Donc là les filles sont en train de jouer, il s'en prend en fait, il y a Katie qui court après Christy, elle s'amuse, et là ils arrivent dans la chambre, Christy passe, et là Katie va pour passer, et bam, elle se choque contre comme un mur quoi. Elle se prend quelque chose, et là elle regarde, elle a peur, parce que ça y est, elle commence elle aussi à comprendre. Elle commence, elle dit qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout machin, elle recule un peu en disant un moment, elle appelle un peu sa mère comme ça, elle commence à reculer un peu, elle est effrayée. Et là en fait, il y a Toby qui lui chope les cheveux et qui la soulève quoi. Vraiment très sadique comme action, tu vois, mais il la soulève comme ça, et elle se met à crier, à hurler, mais ses parents l'entendent pas parce qu'ils sont tout en bas, ils sont dans la cave, quoi, là où il y a son bureau, là où Denis a fait son bureau, et il la soutient assez longtemps, puis il la lâche, et donc bien sûr ce qu'elle fait, c'est qu'elle court voir la mère, en pleurant, en disant que Toby lui a tiré les cheveux. Donc maintenant, même la grande fille, la fille l'aînée parle de Toby, donc là la mère elle pète un câble, quoi. Elle dit non, on arrête tout, on arrête de le filmer, on enlève les caméras, demain c'est fini, je veux plus entendre parler de ça en fait. Elle pète un câble du coup. Mais Toby s'arrête pas là, du coup. Toby continue, cette nuit-là, pendant on sent que, du coup, ils se sont disputés, donc Julie dort toute seule, Denis travaille en bas sur ses films, ça fait un moment qu'il a pas monté, j'imagine, donc il travaille là-dessus.
Toby, donc, à sa stratégie, en fait, cette nuit-là, il va carrément torturer les filles, en fait, clairement. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il monte le son dans la chambre de la mère, progressivement, ce qui fait qu'elle ne remarque pas pendant qu'elle dort, et du coup, le son couvre les bruits qui vont suivre. C'est-à-dire, ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser son pouvoir aspirant, là. Ça fait très Magnéto, je trouve. Il va utiliser ce pouvoir-là pour, en fait, effrayer Katie et arriver, en fait, à faire craquer Christy. En gros, ce qu'il fait, c'est que donc il aspire les draps déjà, donc ça paraît une scène archi revue dans les films d'horreur maintenant. Donc tout d'un coup, il tire les draps et qui vont vers ce recoin justement que la caméra ne couvre pas, donc on ne sait pas vers où ça va. On sait juste que ça va vers le petit réduit. On a tous les éléments de la pièce qui commencent à venir. Katie qui commence à paniquer. Christy qui lui dit, mais le calcule pas. Enfin, il lui dit pas le calcule pas, mais il lui dit juste, ignore-le, ça passera, tu vois. Donc là, c'est assez marrant de voir que l'autre est en panique totale, l'aîné est en panique totale, et la gamine est là, mais le calcule pas, il fait son intéressant presque, tu vois. Et bien sûr que l'autre panique, du coup, quand même. Elle panique complètement même, elle est hystérique. Elle va pour courir, pour descendre l'escalier, et là, en fait, mais il lui fait vraiment, on dirait qu'il la tacle, en fait, elle tombe, il la tire vers lui, quoi. Toby, donc il la tire vers le hors-champ du coup, côté caméra là, juste voilà, et elle ressort de là, elle court pour aller se réfugier derrière son lit, et là Toby est en mode, Toby est en mode, mais rien à foutre, et donc il écarte le lit, il enlève tout sur le passage jusqu'à donc la dévoiler elle, et là il la rechoppe, il la retire à lui, et là cette fois-ci il la retient, et donc il y a Christy qui panique, qui descend, qui vient, qui le supplie d'arrêter, mais il ne réagit pas, et là elle fait d'accord, je le ferai, je vais le faire, c'est bon, je vais le faire. Et là, on atteint vraiment, enfin, le personnage, à ce moment-là, gagne tellement en étoile de connard, quoi. Enfin, le personnage, à ce moment-là, devient tellement affreux. C'est-à-dire que là, clairement, il a torturé les enfants pour arriver à ses fins, concrètement. Et donc, la petite gamine dit, c'est bon, je vais le faire. On se dit, mais putain, mais c'est quoi le deal, là, en fait? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, il y a un truc qu'il avait demandé, qu'elle n'a pas voulu faire, et que maintenant, qu'elle va faire. Et après, on apprend que c'est tout ce qu'elle veut, c'est juste qu'ils aillent chez la grand-mère, en fait. Et du coup, ça a pas trop de sens, en fait. Je vois pas pourquoi elle aurait refusé ce service-là. Elle a pas de raison de se méfier, en fait, concrètement, la Christy. Donc pourquoi elle a arrêté de lui parler? Parce qu'il a demandé ce service-là, ça tient pas vraiment debout. Donc elle avait pas vraiment de raison de refuser, mais peut-être qu'il voulait juste nous montrer un Toby en colère. Mais bon, donc ça, c'était pas très solide. Donc voilà, mais voilà, c'est tout ce qu'il veut apparemment. Il veut juste que toute la famille aille voir la grand-mère. Donc, je pense que ça tient avec la théorie d'un Toby qui n'a plus de patience, là, qui en a marre, qui veut que les choses se passent maintenant, quoi. On arrête les conneries. Donc maintenant, on va aller chez la grand-mère, et là-bas, on pourra faire un petit repas familial, petit barbecue, etc. Et donc, les filles commencent à demander, mais maintenant, et même Katie, maintenant, est aussi dans le deal, quoi. Elle aussi, elle est maintenant dans le deal aussi. Parce que Christy va demander à la mère si on peut aller chez grand-mère, parce que Toby le veut. La mère ne veut pas, elle dit, y a pas de Toby, on arrête les conneries, 2 minutes, machin. Elle remonte voir sa sœur, Katie, et Katie lui fait, alors c'est bon, maman, c'est bon. Et l'autre lui fait, non, maman ne veut pas, en fait. Donc même Katie maintenant sait qu'il faut aller voir la grand-mère, et voilà, elles sont prêtes à tout. Elles ont peur. Là, ça y est, on atteint enfin la peur, mais l'autre est déjà hyper puissant, en fait. Donc la peur arrive en même temps que les autres que Toby a démontré a fait une démonstration de force. Et c'est là que la peur est arrivée. Donc, c'est pas l'inverse. Il a réussi à créer la peur et du coup, il en tire sa force et ensuite arrive la démonstration de force. Non. Et c'est ce petit problème de temporalité, en fait, qui rend un peu faible l'évolution de ce personnage-là, de l'entité maléfique. Bref. Et donc, la mère ne veut pas, et maintenant il y a la grand-mère carrément qui appelle sa fille, et qui lui dit, venez à la maison, mais venez prendre le thé, tu vois. Et donc, Julie dit non, quoi, non, elle veut rester à la maison parce qu'elle veut régler ça, en fait, sa maison part en cacahuète, les gens parlent de fantômes, même son copain parle de fantômes, là, ça suffit. Donc elle veut régler d'abord les problèmes à la maison avant de faire quoi que ce soit. Et là, pendant qu'elle appelle sa mère, pendant qu'elle a sa mère au téléphone, elle entend quelqu'un frapper à la porte, elle est dans la cuisine, hein, avec toujours cette fameuse caméra qui oscille. Donc la caméra oscille et la suit, elle va vers la porte, elle revient avec la caméra, et quand elle revient, en fait, on voit que la cuisine est vide. Elle est sortie de la cuisine, quand elle revient, il y a plus la table, il y a plus de couteau, il y a plus rien. Plus d'assiette, que dalle. Tout ce qui traînait, tabouret, machin, il y a plus rien. La cuisine est vide, en fait. Donc on est là, on est scotché, et là, elle le joue très bien, en plus, Julie, parce qu'elle est scotchée aussi. Et tout ce qu'elle peut faire, c'est qu'on sent qu'elle commence à craquer, en fait. Et là, elle se dit, oh putain, elle commence à comprendre qu'ils avaient raison. Donc elle est en mode, oh putain. Et là, elle met juste sa main comme ça, en fait, sur sa bouche, en fait, et je trouve, c'est vraiment ça parle, quoi, ce geste. La main sur la bouche, les larmes aux yeux, c'est ce côté, mais elle est abasourdie, quoi, elle sait pas quoi dire. Et où sont passées les choses? Et même nous, en fait, on est là en mode, mais putain, mais où sont passées les choses? Et c'est là, mais là, c'est magnifique, c'est là qu'en fait, toutes ces choses, donc meubles, couteaux de cuisine, tout ce que tu veux, tout était en fait au plafond. Et tout s'écroule au même moment, bra.
Cette scène est magnifique. L'effet, ce montage est juste génial, quoi. C'est encore une fois très simple, mais très efficace, quoi. Et là, ça fait encore plus Magnéto, quoi. Tous ces éléments qu'il a montés vers le haut, mais Toby est devenu surpuissant, en fait. Vraiment, littéralement. On se demande même pourquoi il ne kidnappe pas la famille, en fait. Pour les amener directement à la maison, là. Après, je pense que ça doit pas être aussi simple que ça. Je pense pas qu'il puisse se déplacer d'un lieu à l'autre comme ça, mais il est devenu archi puissant. Donc là, ça y est, en fait. La mère, c'était le dernier rempart. Là, elle craque. Là, elle dit, OK, on se barre de là, et elle n'a nulle part où aller que chez sa mère. Donc là, on sent que le film arrive à sa fin et on comprend aussi qu'ils ont fait une sacrée connerie, quoi, en fait. Là, ils vont pour aller chez la mère, ils prennent la bagnole, ils se barrent, ils prennent direct leurs affaires, ils se barrent. Là, il reste pas une seconde de plus, quoi. Ils se barrent, ils ont compris que ça ne va plus. Mais ils croient que ça va aller mieux, mais ça ne va pas aller mieux forcément, quoi. C'est ça le pire dans l'histoire, malheureusement, pour cette fin de film, quoi. Donc là, clairement, c'est la fin. Ça va être la fin du film. Ça va leur coûter très cher, ils s'en remettront pas, c'est sûr. Ils vont arriver à la maison, ils vont conduire, ils vont arriver voir la grand-mère, elle va les accueillir. Elle va les accueillir et elle va tout simplement les installer, elle va faire une tarte, en fait. Et je trouve justement que pour ce coup-là, le personnage de Julie, de la maman, est très bien fait. C'est-à-dire que ce qui vient de lui arriver, elle ne veut même pas en parler, en fait. Elle continue, là, ça y est, elle a cédé, elle craque, mais elle continue à ne pas vouloir en parler. Et encore une fois, on comprend qu'elle essaie juste de protéger ses filles, en fait. Ce qui est très crédible, vraiment. Donc ils arrivent dans la maison, ils se posent, ça mange, la mère veut savoir qu'est-ce qui se passe. C'est la grand-mère, je veux dire. Vraiment focus jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous êtes arrivé? Alors que c'est elle qui a tout fait. Et donc elle veut savoir. Donc sa fille lui dit non, je peux pas en parler, pas tant qu'il y a les filles, tout ça, machin. Pendant ce temps-là, Denis en fait lui continue à filmer. Et pareil, il donne une petite excuse. Il dit bah oui, mais ça me donne l'impression de faire quelque chose. Je préfère faire quelque chose, sinon je commence à cogiter en fait. Du coup ça tient, ça marche. Et du coup il filme à un moment donné et il voit Christy qui est en train de gratter en fait sur un des tableaux. Et ça aura son importance plus tard aussi. Mais voilà, elle est comme obsédée par le tableau, elle le gratte, quoi. Il demande, mais qu'est-ce que tu fais? Il fait, bah, rien. Mais elle gratte le tableau, il fait, faut pas abîmer les choses, attention. Et donc voilà, bon, la nuit arrive. Enfin, avant la nuit arrive, donc à un moment, ils essaient de faire un jeu pour amuser les filles. Là, c'est horrible. C'est une scène très, très creepy, quoi. Très, waouh, c'est très malaisante. Très malaisante. Les filles s'amusent du coup à jouer à la mariée. Donc il y a la maman et la grand-mère qui sont en train d'habiller Christy en mariée. Il y a Katie à côté, donc là il y a Denis qui arrive, fait donc ça s'amuse là, comment ça se passe et tout, ouais cool. Et il demande et c'est qui l'heureux élu, tu vois? Et Christy répond bah Toby. Et là c'est flippant parce qu'on sait que c'est exactement ça qui va se passer en fait. On sait que la grand-mère est en plan, c'est depuis le début. Enfin là ça y est, maintenant elle va lier Toby à la petite. C'est qui va donner ensuite le 1 du coup. Et c'est juste c'est effroyable quoi, cette scène-là est effroyable. La grand-mère n'a aucune hésitation, elle continue sur son plan en fait. Et là les gamins sont là, elle les prend, elle leur fait à manger, elle rigole avec. Mais en fait derrière, elle va les sacrifier. C'est un personnage assez redoutable quoi concrètement, mais à peine crédible d'ailleurs concrètement aussi. C'est cette scène où juste elle dit Toby. Bah Toby, quoi. Évidence Toby, mais c'est qui l'heureux élu, c'est qui le marié? Bah Toby. Et on sait que ça va se faire quoi. Du coup, bah, en fait, la mère pète un câble et dit, OK, on arrête tout. Elle veut plus entendre parler de Toby, donc elle punit les gamines. Bah, ça va se coucher un peu plus tôt. Et la nuit arrive. Et là, elle peut toujours pas en parler. On sent qu'elle ne peut toujours pas en parler. C'est toujours trop fort, c'est trop, en fait. Ça dépasse l'entendement, ce qui est arrivé, ça ne doit pas exister. Elle est confrontée à cela. Contrairement aux autres, elle ne l'a pas fait progressivement, cette découverte. Elle l'a fait tout d'un coup. Donc, elle est complètement chamboulée. Contrairement à Denis, du coup. Donc, elle a besoin de temps pour processer le truc et le digérer, quoi. Et bah, du coup, arrive la nuit. Et là, bah, après, c'est le fuckfest, quoi. Là, tout se passe dans tous les sens. Ils entendent d'abord un camion. Ils sont tous les deux dans le lit. Donc, il y a Denis et Julie qui dorment. Ils sont tous les deux dans le lit. Et ils entendent un camion qui arrive. Et donc là, à ce moment du film, il va falloir être assez attentif, en fait. Car c'est la fin. Donc, ça va se dérouler en très peu de temps. Mais vraiment en quelques minutes, en fait. Ça va clôturer tout le film. Mais pendant cette petite conclusion, on va avoir plein d'indices, plein d'éléments qui vont expliquer des choses qu'on a pu voir tout au long du film, en fait. Donc, dans l'ordre, déjà, Denis et sa femme sont réveillés la nuit. Donc, Denis et sa femme dorment dans une chambre. Juste à côté, il y a la chambre des filles. Donc, Denis et sa femme sont réveillés par un bruit de voiture, je crois, un truc comme ça. Et en tout cas, ça bouge aussi, des meubles qui bougent, tout cela. Et du coup, il se réveille et il croit que du coup, c'est la grand-mère qui fait un peu la folle de nuit, quoi. On sait pas ce qu'elle fout, tu vois. Et donc il y a sa femme qui dit mais putain, mais elle va réveiller les gosses quoi. Et donc elle descend pour aller la voir. Donc là pour le moment Denis attend dans son lit tranquille. Il attend un moment puis on sent que le temps dure mais que sa femme ne revient pas. Donc là il commence à s'inquiéter, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc il se lève lui aussi, il commence à appeler sa femme, à l'appeler, elle ne répond pas. Il va voir si ça va pour les enfants en fait. Il va voir dans la chambre des enfants si ça va et en fait les enfants n'y sont plus. Ils ne sont pas dans leur chambre en fait. Et donc là il commence à paniquer, il s'inquiète. Il va prendre la caméra pour descendre explorer la maison, pour les chercher.
là, c'est le moment peut-être le moins crédible pour la prise de la caméra. On se dit, pourquoi tu prendrais une caméra à ce moment-là, en fait? Tu trouves pas ta gosse, ta femme te répond plus, bah tu fonces, en fait. Non, lui, il revient dans la chambre, prend la caméra et descend et va les chercher, en les appelant, en fait. Après, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que la caméra a de la lumière, donc il utilise la caméra pour éclairer les lieux où il va, et la maison est assez mal éclairée, on dirait qu'elle est éclairée à la bougie, donc ça peut le justifier. Après, pourquoi il filme, c'est autre chose, mais bon, bref. Il descend avec sa caméra, les cherche un peu, et là, premier truc qu'il découvre, et là, je pense qu'il comprend qu'il est dans la merde, en fait. Le premier truc qu'il découvre, c'est que justement dans la cuisine et dans la salle à manger, tout ça, les peintures qu'il y avait, notamment une des peintures que grattait Christie, bah en fait, ces peintures sont décrochées, ces peintures sont par terre, et à la place, derrière, on voit en fait ce qui était caché, c'est que sur les murs sont dessinés en fait des symboles occultes, en fait, des symboles satanistes, là, tracés un peu partout. Notamment un des symboles qu'il y avait, il reconnaît le symbole qu'il y avait justement dans la chambre des filles. Donc là, s'il est pas con, il a dû coller les trucs. Après, je sais pas s'il a forcément fait le lien avec la grand-mère, mais il a dû se dire, on est dans la merde, là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce bordel, en fait? Peut-être qu'il a dû croire, peut-être que c'est le démon qui aurait pu les suivre là et les tracer éventuellement, mais je crois pas. Je crois que là, clairement, il a compris en tout cas qu'il est rentré dans l'antre du loup, quoi. Ils auraient jamais dû venir, vraiment. Donc là, il continue à chercher. Alors curieusement, on sent qu'il a peur dans sa voix et tout, on sent qu'il a peur, mais il continue quand même à gueuler et à appeler sa femme et ses filles, quoi. Et tu te dis, mec, easy, enfin, c'est vrai qu'il n'a pas été directement lui confronté encore à la puissance de Toby. Donc il a peut-être pas forcément de raison d'être apeuré à un point. Il est inquiet, c'est sûr, mais il ne sait pas à quel point la créature est dangereuse en fait. Il n'a pas vu la démonstration de force, par exemple, qu'il y a eu dans le salon, dans l'ancienne maison là en fait, quand il a soulevé tout ce qu'il y avait dans la cuisine pour ensuite tout laisser tomber. Il n'a pas vu ça, donc il n'a pas de raison de se dire là je suis dans la merde, enfin je vais crever en fait. Il n'a peut-être pas de raison de se dire ça. Tout ce qu'il a vu faire, c'est griffer son pote en fait, en gros. Donc il a peut-être pas de raison, encore une fois, d'être absolument effrayé, mais il est inquiet, il est pas bien du tout, ça ne va pas, quoi. Il panique. Il continue à appeler, personne ne lui répond dans la maison. Là, il remarque, à l'extérieur de la maison, il y a une sorte de cabane au fond du jardin, là. Il se dit donc, je vais m'y rendre. Je ne sais pas pourquoi il s'y rend d'ailleurs, mais il n'y a pas de lumière, il n'y a rien qui indique qu'il devrait s'y rendre, mais il se dit, je vais aller là. Je vais aller chercher la rue. Il ouvre la porte de la maison, il sort, il traverse le jardin, et arrivé au bout de la cabane, il ouvre, il fait tout noir dans la pièce. Il ne voit rien, il cherche un peu tu sens qu'il tâtonne un peu, il cherche la lumière, il l'allume, et là, il y a des mamies, genre 5-6 mamies, là, debout, qui ne faisaient rien. On sait pas ce qu'elles faisaient, elles étaient dans le noir, à se regarder peut-être, dans le noir, du coup. Elles sont là, elles faisaient rien, en fait. Au moment où il allume, c'est à ce moment-là qu'elles s'activent et qu'elles commencent à venir vers lui. Enfin, lui, il n'attend même pas qu'elle commence à venir vers lui. Il comprend très vite que là, il y a un truc qui va pas. Et j'adore comment, en fait, il voit juste les vieilles, il se dit, mais what the fuck, il se retourne et il commence à courir. Je trouve ça hyper drôle, en fait. Parce que logiquement, quand on y pense quand même, j'allume une pièce et que je vois plein de mamies qui sont là, qui limite clignent des yeux parce que, ah merde, la lumière, tu vois. Et qui comprennent pas trop où elles sont, enfin, qui me regardent quand même, qui essaient de porter leur attention sur moi. Je dirais peut-être, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous foutez, les mamies? Mais ils se posent même pas cette question-là. Ils posent pas la question. D'ailleurs, je crois qu'il y a la grand-mère en plus dedans. Je crois qu'il y a la grand-mère parmi les vieilles. Après, elles se ressemblent toutes, c'est des vieilles, mais je crois qu'il y a la mamie dedans. Et il lui demande pas, mais qu'est-ce que vous faites là, belle maman? Tu vois, et elle lui dit, je vais te niquer, mon beau-fils, tu vois. C'est pas ça l'échange. Enfin, je vais te niquer mon bon-fils ou je vais te niquer mon gendre, je sais plus. Elle lui dit pas ça. Et du coup, lui non plus n'attend pas qu'elle lui dise ça, tu vois. Il se retourne, il se met à courir. C'est une scène drôle dans le film. C'est pas drôle, mais c'est drôle. C'est drôle quand même de voir le mec se retourner, courir, fuir 5 mamies qui marchent vers lui. Alors, elles sont toutes habillées de noir. Elles ont pas le collier, ce qui est dommage. Je trouve que ça aurait pu être un bon clin d'œil. Elles ont pas le collier au cou avec le fameux signe, du coup, satanique, là, démoniaque, occulte, là, qu'elles ont, normalement, sur les photos à l'ancienne. Elles l'ont pas. Donc, très vite, on comprend que là, c'est le coven, là, le couvent de sorcières, quoi. En tout cas, ce qu'elles sont aujourd'hui. Les descendantes, peut-être, hein, les dernières arrivées. Donc, toutes vieilles, d'ailleurs. On comprend que c'est elles. Donc, elles le poursuivent. Lui se précipite, rentre dans la maison, ferme à clé et les voit venir. Et elles sont pas pressées, hein. Elles marchent tranquilles, elles viennent vers lui. De toute façon, c'est chez la grand-mère. Donc, à tous les coups, elle a les clés, en fait. Donc, je sais même pas pourquoi il fait, enfin, bon, bref. Il ferme, quoi. Il a raison, d'ailleurs. De toute façon. Elles viennent vers lui. Lui se barre, commence à appeler, commence à monter l'escalier. Je sais pas où il veut se barrer, en fait. Et c'est jusque là qu'il remarque sa femme. Il remarque Julie, du coup. Il la remarque en haut de l'escalier. Et on a du mal à comprendre. Elle se tient droit, mais bizarrement. On dirait qu'elle pose pas son poids sur... Très rapidement, en fait, on comprend, il commence à monter les escaliers, on voit qu'elle lévite, en fait. Elle a le cou tordu sur le côté, donc on devine que Toby lui a brisé la nuque. Et en fait, il la tient, il la soulève, donc ce qui est encore une autre démonstration de force de Toby, en fait, que là, de toute façon, il est chez lui, hein. Donc là, s'il veut les mettre dans le four, il les met dans le four, les gens, tu vois. Donc, il est au maximum de sa force, moi, je me dis, dans la maison de la vieille, justement, où il a ce couvent à son service. Et donc, il tient la fille, la femme, il tient la maman, malheureusement, la Julie, là, justement, qu'il tient
qu'il tient soulevée, et il la balance sur Simon, sur Denis. Il la balance sur Denis, du coup. Et d'ailleurs, du coup, on se demande comment elle est morte, la pauvre. En fait, ça se trouve, elle a même pas compris ce qui lui est arrivé, en fait. Julie, elle a eu à peine le temps, Julia, je sais plus, elle a à peine eu le temps de réaliser ce qui se passait, qu'elle est morte, en fait, dans la série, dans le film. Elle meurt à la fin, elle meurt au moment où elle réalise. Il y a un truc chelou qui tu vois, elle est morte, tu vois. Donc j'espère pour elle qu'elle n'a pas souffert. On se dit, c'est un film, hein. Il lui a brisé la nuque, il la jette sur Denis, il tombe, il s'écroule. Après, on se demande pourquoi il fait ça, pourquoi il tue pas Denis, juste directement. Et en fait, Toby s'amuse beaucoup, quoi. Il est pas efficace du tout. On sait pas ce qu'il fout, en fait. De toute façon, depuis le début, il s'énerve, puis ça, machin. Toby, je pense, c'est un gosse. C'est très possible, en fait, que Toby soit un enfant démon. Bah, du coup, quand il prend corps, il a une grande taille, mais de toute façon, on a vu qu'il avait différents formats, hein. Donc, des fois, il est grand, des fois, il est petit. Donc, peut-être que Toby, en fait, c'est juste un gosse, un démon qui sait pas ce qu'il veut, enfin, qui sait ce qu'il veut, mais qui attend. Des fois, il est impatient, d'autres fois, il joue avec des enfants, puis après, il veut pas qu'on le touche. Il regarde des parents qui font l'amour, et peut-être qu'il sait pas ce que c'est, tu vois. Donc, peut-être que c'est un enfant démon, en fait, dans tout ça. Donc, des fois, il fait des trucs, puis après, il arrête, ça l'intéresse pas, il va faire autre chose, tu vois. Il a l'attention, il a un temps d'attention très court, quoi. Donc, il balance le corps sur Denis et sa femme tombent par terre, et Toby se casse. Voilà, il se casse. Bon, ça, c'est fait. Allons voir s'il y a des cookies. Je sais pas ce qu'il fait. Du coup, Denis, lui, il réalise que sa femme est morte, essaie de la réveiller, tout ça, mais là, je crois que c'est là qu'il voit Christy aussi, qui est là, qui traîne là, la gamine qui traîne. Et il la prend avec lui et il la prend avec lui et il court se cacher, en fait. Il se planque parce que là, Toby vient justement les chercher, on l'entend qu'il grogne, qu'il cherche un peu tout ça. Eux, ils sont cachés dans un cagibi. C'est une scène très, très malaisante, très intense parce que justement, la gamine est morte de trouille. Et le père est tellement mort de trouille, en fait, qu'il manque presque de l'étouffer parce qu'il met sa main sur sa bouche, en fait, pour pas qu'elle fasse de bruit. En attendant que Toby se barre, en fait. Et du coup, c'est terrible à voir, ça, quoi. C'est assez dur à voir. C'est ce père effrayé qui essaie de la rassurer, mais en même temps qu'il limite l'étouffe, quoi. Il ouvre la porte à un moment donné juste pour voir, je crois, et Toby leur fait sa fameuse scène, là, l'ombre qui passe très vite à la flash, là. Et je crois qu'on a vu déjà tout le répertoire de Toby. Tout ce qu'il sait faire. On a quasiment tout vu. Il a un peu de télékinésie, il soulève des objets, il bouge des choses, il peut passer très vite en mode ombre et il claque des portes. Voilà ce qu'il fait, en fait. Donc voilà. Donc là, il passe très vite, il fait le coup de l'ombre, il passe très vite en grognant. Ah, il grogne aussi, Toby grogne. Ça aurait été marrant qu'il parle, mais il grogne. Ça aurait été marrant qu'il ressorte des phrases, des trucs, mais il grogne. Il a pas de langage, donc. Ah, c'est peut-être ça son langage, en fait. C'est peut-être ça le langage du Mordor, tu vois, un enfer. C'est des grognements, tu vois, il parle en grognant. Ça peut être stylé, ça. Ouais, bref. La scène finale est très courte, mais on va en parler pendant des heures. Donc, il passe très vite. Donc le père attend un peu, puis ensuite ouvre, voit qu'il n'est plus là, il se dit, bon, on peut y aller. Ça, pareil, moi, je pense que j'aurais passé la nuit dans le placard. Mais bon, il se dit, il faut sortir de là. En même temps, il veut retrouver aussi l'autre fille. Il y a ça aussi. Et Denis, vraiment, je trouve, c'est un pauvre gars, quoi. Ce personnage a rejoint cette famille de cassos, qui ont un historique de sorcières et compagnie. Il a juste essayé d'être un bon papa pour des jeunes filles qu'il a trouvées là. On ne sait pas d'ailleurs où est leur père, qui était l'expert, machin. Ça se trouve, c'est la vieille qui s'en est débarrassée d'ailleurs, peut-être qu'ils voulaient pas de fils, j'en sais rien. Donc, elles ont pas de père, en tout cas, on n'a jamais parlé du père. Lui, il arrive là-dedans, il essaie de leur donner une éducation, il essaie de s'intéresser à elle, il joue avec elle, il est cool, quoi. C'est le cool guy, tu vois. Et il finit comme une merde. Il finit chez la vieille, il finit chez sa belle-mère qui le trucide, en fait. C'est vraiment une fin de merde pour ce personnage. Il sort de là, il sort du placard. Encore une fois, il aurait dû rester dans le placard. Ça n'aurait pas changé grand-chose, mais il aurait dû rester dans le placard. Il sort du placard. Je crois qu'à ce moment-là, il a repéré que les sorcières sont dehors. Elles n'ont pas essayé de forcer l'entrée ou rien, je sais pas ce qui se passe, mais elles sont dehors. Elles ne sont pas entrées. Elles sont dehors. En fait, elles ont fait un feu, un grand feu, un bonfire, là. Elles ont fait un gros feu, elles sont autour. Elles dansent pas, elles font pas des trucs. Ça aurait été stylé, ça, qu'elles fassent comme dans la fin du film The Witch, là. À la fin du film The Witch, on a les sorcières justement qui sont tout autour d'un feu, qui dansent, qui sont en transe avec leur balai dans le cul là. Et c'est une scène géniale, quoi. De toute façon, on parlera de The Witch. J'ai vraiment adoré ce film, même s'il a pas eu un gros succès. Moi, j'ai vraiment adoré. Et donc elles sont autour, elles, par contre, elles parlent pas, elles sont pas très bavardes, elles sont pas très, non, elles sont autour du feu, tout habillées en noir, là, elles font, voilà. Et on sait pas, la grand-mère est peut-être avec elles, d'ailleurs. Donc, voilà ce que font les sorcières pendant ce temps-là. Et du coup, donc, Denis est sorti, il est avec la gamine, et là, il repère Katie, donc l'aînée. Katie est à côté du corps de sa mère, à côté de l'escalier, elle est retournée, et elle pleure, du coup, elle pleure toute seule, elle pleure. Et le père l'appelle, elle vient pas, enfin, Denis l'appelle, elle ne vient pas. Et il se rapproche d'elle en l'appelant et tout, mais Katie, tu vois. Et là, tu crames la fin, tu crames la chute, en fait. Il nique complètement il nique le twist, en fait, final. Parce qu'il s'approche d'elle avec tellement de prudence et tellement lentement, alors qu'il n'y a pas de prudence à avoir. Putain, il y a un tueur, il y a un démon tueur en série dans la maison, qui est lâché dans la maison. Ok, la gamine pleure peut-être, mais toi, tu sais, on ne peut pas perdre du temps sur le corps de la maman, là, faut se barrer. Donc, normalement, il aurait dû la saisir de force et juste, on se barre, quoi, tu vois.
Non, il fait pas ça. Il s'approche doucement avec sa caméra en mode, Katie, ça va, Katie? T'es toujours la même, Katie? T'es pas possédée, j'espère, Katie, tu vois. Donc tu sais ce qui va se passer. Et bah, Katie se retourne, elle a les yeux noirs, parce que c'est un gros classique quand t'es possédé, t'as les yeux noirs, tu vois. Gros yeux noirs, là, tout de noir rempli. Quand t'es possédé, t'as les yeux noirs, le diable a les yeux noirs, j'en sais rien, moi. Donc elle crie, et ce cri fait une onde de choc qui envoie Denise voler jusque dans le fond du salon, en fait. Donc je crois que ça lui pète une jambe ou ça lui pète le dos, on sait pas, mais en tout cas, il ne marche plus à ce moment-là. La caméra tombe à côté, elle tombe assez bien pour filmer la scène finale. On a une fin à la Blair Witch Project, la caméra est à terre et elle filme ce qui se passe. Il rampe, le pauvre, il rampe en fait vers le corps de sa femme ou vers sa fille encore. On sait pas ce qu'il veut, peut-être qu'il essaie encore de sauver quelque chose. Et Denise est vraiment touchant sur la fin, je trouve. Il rampe, il est foutu. Je crois qu'il le sait, il est foutu. Il rampe en fait, enfin il a le dos cassé maintenant dans une maison avec un démon qui est lâché dans une maison, quoi. Donc bon, c'est plié. Il rampe vers sa fille et là il y a la grand-mère qui arrive. Ah bah non, donc la grand-mère n'était pas dans le KGB parce que là elle est pas en noir, elle est en robe là, donc elle est pas en noir, donc elle était pas dans le KGB. Elle arrive, elle le fixe un peu avec toujours cette distance, elle est hyper froide, tu vois. Et là il a même pas le temps de placer un petit espèce de grosse pute, tu vois. Il a même pas le temps de placer une phrase, il a pas le temps, il aurait dû l'insulter, franchement. Parce que moi, là, je pense qu'il a compris ce qui se passe. Et là, avant qu'il le place, bah, elle le finit un peu à la Dark Vador, quoi. Il est plié par une sorte de force. Il est plié en deux, vraiment sur place. Il est par terre, mais voilà. On va dire que sa tête rejoint ses fesses, quoi. Tu vois, un truc comme ça. Il est plié en deux, crac, on sent, voilà, dos brisé, il meurt, sur le coup. Donc pareil, au moins sur la fin, les morts sont assez rapides. Ils ont pas le temps de souffrir. Enfin, ils ont pas le temps de souffrir, je sais pas, faut demander à Batman. Donc du coup, mort subite, dit Denis. Et la grand-mère qui appelle les gamines, on entend Toby qui grogne, on doit se préparer, donc il y a le mariage à faire, je sais pas quoi, et là elle monte. Donc fin hyper glauque, quoi. Donc les gamines vont être mariées à Toby. Ah, c'est une transformation. Alors je sais pas pourquoi elles n'en font pas des sorcières, parce qu'on voit que Katie et Christy à la fin ont tout oublié en fait. Donc là encore une fois, vraiment mystère pour moi sur ce que devient, qu'est-ce qu'on devient chez mamie, qu'est-ce qui se passe chez mamie, tu vois. Vraiment il y a un mystère autour de ça, je trouve. Donc le couvent est censé récupérer des femmes de préférence récupérer des femmes en tout cas et attendre qu'elles atteignent un âge où elles peuvent avoir un enfant et récupérer le premier aîné, sans doute pour l'offrir au diable ou au démon, quoi. Ce que le couvent est censé faire. Ensuite le couvent leur efface la mémoire. Pourquoi, je ne sais pas. D'autant plus que si elle pourrait les tuer, je sais pas. Enfin bon, leur efface la mémoire. Ok. Et après. Et du coup, pourquoi elles n'ont pas effacé? Enfin, donc qu'est-ce qu'elles ont fait avec Kitty et Christy? Elles ont attendu qu'elles soient âgées, qu'elles aient des enfants, et du coup après elles les ont libérées. Du coup, c'est pour ça que Katie est avec Mika et Christy avec son mari là. Elles ont du coup repris une vie normale. Donc ça veut dire qu'elles ont déjà offert un enfant chacune ou un truc comme ça, ou non, on dirait qu'elles les libèrent et Toby continue à les stocker en attendant qu'elles soient assez grandes pour pouvoir récupérer le premier mâle. Mais pourquoi les avoir libérées déjà? Ok, peut-être qu'elles auraient pas pu les garder toute leur vie prisonnières, mais clairement, ce couvent a de quoi sans doute faire du lavage de cerveau aux gens et surtout les élever à en faire des sorcières qui seront d'elles-mêmes d'accord pour donner cet enfant. Et ça aurait été un putain d'autre twist en fait, parce que du coup, ça aurait été des femmes sorcières qui auraient dû en fait aller se mêler dans la vie de tous les jours, essayer de faire semblant d'avoir une vie normale pour juste avoir un enfant mâle qu'elles auraient offert. Et donc les hommes n'auraient absolument pas été au courant de qui est vraiment leur femme et de ce qu'elle veut vraiment. Juste en fait, la femme aurait disparu une fois qu'elle aurait eu un enfant. Elle aurait disparu avec l'enfant. Enfin, dès qu'elle aurait eu un enfant mâle en fait. Donc ça aurait été tordu quoi. Et Mika, sans le savoir, depuis le départ, s'est fait manipuler par Katie ou etc. En fait, ce qu'elles veulent, c'est un enfant, puis elle se barre avec le gosse quoi. Ça aurait été glauque aussi, hein, mais ça aurait été quand même plus logique que de les libérer, tout ça. Bon, enfin, je me comprends. On sait pas ce qu'elles foutent, en fait. Et les cassettes, pourquoi elles les gardent, on ne sait pas non plus. Pourquoi garder ces cassettes? C'est des preuves sur pattes, quoi. Enfin, des preuves sur bande, quand même. Donc, elles gardent les cassettes, elles ne les détruisent pas, puis après, une fois que les cassettes sont récupérées par Christy, quand Katie les dépose chez Christy, là, maintenant, elles organisent un cambriolage pour les récupérer. Elles sont teubées, ces sorcières, en fait. Donc voilà, moi j'aurais préféré voir une transformation logique dans la chose, j'aurais préféré voir en fait le lavage de cerveau, ce qu'elles essaient de faire de ces gamins, de ces gamines, essayer de les mettre dans cette secte peut-être, et leur faire comprendre pour qu'on puisse continuer à survivre, pour qu'on puisse continuer à avoir nos pouvoirs. Vous avez besoin là de sortir là dehors, trouver des mecs en boîte et faites des gosses, on en a besoin pour la secte en fait. C'est ce qu'on offre, c'est notre monnaie d'échange avec le démon, et en échange lui il nous offre, je sais pas moi, la vie éternelle, blabla, la fortune, mon cul sur la commode, j'en sais rien tu vois. Mais ça aurait été plus intéressant je trouve. Dans The Witch, on traite vraiment cette question. Comment la gamine redevient une sorcière, comment elle finit par accepter au fur et à mesure, alors qu'elle part d'un esprit très pur et très croyant, et petit à petit, elle se transforme, malgré elle. Elle décide quand même à la fin, mais il ne lui reste plus rien. Le diable travaille vraiment tout autour d'elle. À la fin, elle est isolée, donc elle n'a que cette main-là qui sent à elle, tu vois. Donc ça, c'est plausible, ça marche. Là, dans ce film,
Je sais pas ce qu'elles foutent après. Et on le verra en plus, hein, ça colle plus après, ça colle plus. Dans la suite de la série, ça ne colle plus. On ne peut pas passer de ça à tout d'un coup, maintenant Kitty et Chrissy sont grandes, on sort avec leurs mecs. Mais elles ont un doute, elles ont des souvenirs comme ça quand ils étaient gamines, il y avait un Toby qui les poursuivait. Enfin, les parents sont morts quand même sous leurs yeux, quoi. Enfin, après, il y a ça aussi. C'est une autre question aussi. Comment Toby a pu posséder aussi facilement Katie, justement quand elle a gueulé sur son père pour l'envoyer avec l'onde de choc? Parce qu'il lui faut du temps quand même avant de posséder les choses, les gens. Il met un temps fou avant de posséder par exemple Katie dans le film 1. Il met un temps fou. Il lui faut tout le film pour petit à petit avec des bruits, voilà, il leur met la pression, quoi. Il leur met des coups de pression comme ça. Et petit à petit, enfin, il les fait craquer. Et il devient de plus en plus puissant. Puis après, il arrive à les hanter même le jour. Donc là, il attend. On sait que ça y est, le gars, ça y est, il a pris emprise complètement sur sa proie. Et là, quand elle craque à la fin, c'est là enfin. Elle descend un moment dans la cuisine, on sait pas ce qu'elle fout, et c'est là qu'il la possède, en gros, dans le noir et tout. Et là, elle revient, elle est possédée. Il lui a fallu tout ce temps. Donc peut-être que les enfants sont effectivement peut-être plus sensibles ou plus faciles à posséder, mais pourquoi Katie, pourquoi pas Christy alors? Enfin, bref, peu importe, mais... Et pareil, même Christy, elle est possédée un peu, parce que quand son père est craqué en deux et que le cadavre de sa mère est à côté, la grand-mère leur fait signe de venir, elles viennent en rigolant. Donc elles sont déjà un peu pétées de la tête, en fait. Donc ça veut dire la grand-mère a fait un travail sur elle, sans doute. Vu que quand Denis s'est réveillé, les gamines n'étaient pas dans le lit, ça veut sans doute dire que la grand-mère les a enlevées, a fait un travail sur elles, et les a relibérées. Peut-être pour qu'elles servent de guet-apens, pour qu'elles attirent les parents et qu'elles les butent plus facilement. Elle a un démon dans la maison. Elle a vraiment besoin de tout ça. Elle peut très facilement tuer les parents dans leur lit et ensuite faire ce qu'elle a à faire. Donc bon, le film essaie de traîner le truc un peu pour la rendre peut-être pour rendre le suspense un peu plus présent et pour rendre le truc un peu plus flippant. Mais on voit pas pourquoi elle fait ça. Toby a clairement une puissance dans ce film vers la fin qui ne justifie pas toutes les actions qu'il prend. Tout simplement. Donc une fois que ça est fait, moi j'imagine que le mariage se fait et ensuite on retombe sur du coup les enfants adultes. Donc on reprend avec le 1, puis ensuite on reprend avec le 2, blabla, enfin bref. Mais on les verra de toute façon, on verra un peu comment l'histoire a évolué, ce qu'elle est devenue et pourquoi on en est là. Vraiment une envie, j'aurais vraiment voulu savoir comment la famille a fini là-dedans, dans la suite des séries Paranormal Activity. Et donc là on aurait suivi la grand-mère à son époque, peut-être, en train de faire un deal avec les diables, mais là c'est difficile de garder la formule Paranormal Activity en fait, parce que pas trop de caméras, quoique, il me semble que c'est dans le 5, où justement il retrouve une vieille caméra qui justement a été manipulée pour pouvoir filmer, ah mais c'est vrai ça, et elle filme, et à travers cette caméra par contre on peut voir Toby, on peut voir une entité maléfique, on peut la voir présente avec les enfants, encore une fois en train de toujours de parler avec des enfants quoi, et je crois que là ça remonte encore avant, donc c'est peut-être, faut que je revérifie, mais il me semble que c'est la période d'avant, un truc comme ça. Mais bon, c'est très difficile de justifier du coup la caméra tout le temps présente, tout cela. Et d'ailleurs, c'est là-dedans qu'on montre que dans le couvent, il y a un homme, justement, qui parle à des filles et qui leur fait une sorte de lavage du cerveau. Je me demande d'ailleurs si c'est pas Katie et Christy. Il leur parle et c'est lui, en fait. C'est lui un peu c'est peut-être un peu lui la tête pensante du couvent, quoi. C'est un peu lui le Charles Manson, quoi. Mais après, ils ne l'ont pas développé. Et c'est dommage que ce soit justement un homme comme ça. Ça aurait été plus marrant encore que ce soit une gamine peut-être ou quelque chose comme ça. Quoi. Genre la sorcière ultime avec qui a eu la vie éternelle, la jeunesse éternelle. Sympa. Donc on n'a pas ça. Donc, mais voilà. Indépendamment de tout cela, le film pris à part comme ceci, séparément du reste et considéré pour ce qu'il est, présente vraiment beaucoup d'intérêt. J'ai adoré ce que c'était. Je trouve que vraiment avec entre ce film et Blair Witch Project, je trouve que là on a vraiment de très bons exemples d'une bonne mise en scène, bien pensée, bien réfléchie, de ce que pourrait être en tout cas un bon found footage en fait. Found footage comme sous-genre de film d'horreur du coup. Donc ça c'est bien fait. Donc je le recommande vraiment. Moi en tout cas j'ai passé un super moment à le regarder, à le surcogiter bien entendu, sans le truc le mec qui a du temps quoi. Donc voilà. Donc je vous le conseille tout simplement.